développé, alors que c'est maintenant Jackie Fonclo qui est quand même le régional de cette partie de parcours qui vient d'assurer le relais, et François Salé qui nouvelle fois 4 km, 144 km, encore très long sans doute, mais cette fois-ci un petit peu moins difficile. Christophe Cospard, bonjour. Bonjour José, bonjour à tous. Donc oui, un petit peu moins difficile puisqu'ils auront eu, ils devront faire toute la portion plate et le vent de dos pour arriver à Snamari. Mais quand même difficile puisqu'il faudra voir comment ils auront récupéré de leur longue journée d'hier avec le grand tronçon montagneux et le chrono qu'il y a eu l'après-midi. Avec, je le rappelle, hein, un changement de physionomie, un changement de maillot. C'est tout simplement le Guadeloupéen Boris Karen qui a revêtu, après le contre-la-montre exceptionnel que vous avez pu vivre, donc il a revêtu ce maillot jaune devant son coéquipier Luis Sablon, qui lui était encore maillot jaune à la fin du premier tronçon de la première étape. Nous en parlerons bien sûr tout à l'heure avec Jean-Gilles Assard. Bon, voilà, on va regarder le classement général justement, puisque Boris Karen est premier à 22 secondes. Eh bien, vous avez Luis Sablon de la Guadeloupe, le Richard Rollins à 57 secondes. Pour ces trois-là, ça va bien. Ensuite, on retrouve, vous avez Birouin à 1,40, Alban Campara de Bourg-en-Bresse 2021, Carl Barolin de la Guadeloupe à 2,31, Émile Demazy de la Martinique à 2,33, Yves Mercier, le Suisse à 2,34, Vincent Lebel, le premier Guyanais du club de Kourou à 2,34, et puis Yves La Rochelle de la Guadeloupe 2,38. 4 Guadeloupéens dans les 10 premiers, Christophe, c'est quand même une sacrée performance. Oui, c'est une performance, hein, surtout qu'ils sortent du Tour de la Guadeloupe. Encore une fois, ça prouve qu'il faut que les coureurs peuvent faire le Tour de Guadeloupe. Et ils sont en condition, ils sont venus pour faire la course, pour faire le spectacle. Et ils sont arrivés sur leur terrain de prédilection qui est la montagne. Et bien, ils ont durci la course et voilà, aujourd'hui, il y en a 4 dans les 10 premiers. On va regarder le classement des meilleurs Guyanais, les 10 premiers Guyanais dans ce tour. Vous savez que le peloton a explosé alors que nous découvrons les premières images. On vous l'a dit, Vincent Lebel est à 2,34, Pierre Garéja à 7,41, Jean-Louis Madeleine, le régional de l'étape, puisqu'il est de Sinamari à 8,12, Christian Lavenette à 8,34, Christophe Casala à 8,40, Eloïc Peña de Souva à 9,31, Ludovic Dantin à 9,43, Medina Puello à 9,54, James Bruno à 10,01 et Maurice Buzaré à 10,14. Vous vous rendez compte déjà les dégâts occasionnés après 2 étapes. On va voir le profil, Christophe. Maturi Sinamari, 144 km, on vous l'a dit. C'est beaucoup de kilomètres certes, mais pas du tout de difficulté. C'est une route plate. Oui, plate, on dit plate, mais il y a quand même la portion de petits sauts où il y aura quand même 2-3 petites montées. Et donc là, sur le profil, on voit, donc ils sont partis de Maturi, ils ont emprunté la CD5, puis prendre la route de Macoria, Guatemala, qui peut faire des dégâts. Et ensuite, on arrive à Kourou où on va emprunter la nationale pour arriver à Snamari, donc la portion de petits sauts, où on peut faire des écarts, puisqu'il faut voir comment les coureurs ont récupéré pour ensuite arriver à Snamari pour une belle arrivée au sprint, si Dieu veut. Oui, alors le maître mot, hein, c'est vrai, c'est la récupération. Vous l'entendrez à travers les différents témoignages que nous avons pu recueillir ce matin. Eugène Epaille, bonjour. Bonjour José. On est dans une zone où on va parler spatiale, agriculture. Archéologie précolombienne. Oui. Et les problèmes miniers, les découvertes de l'or, parce que c'est ici que sont partis les pionniers en 1870 qui vont découvrir l'or du Courcibo, donc les frères Vitalo, et sur la crique Pactole, et qui vont permettre ou occasionner le basculement de l'échelle raciale de la Guyane post-coloniale. Merci, on va raconter tout ça dans quelques instants. Vous rappelant que le premier point chaud a été remporté par Loïc John de l'espoir cycliste guyanais devant le Martiniquais Hervé Arcade. Le troisième, c'est le coureur de Bourg-en-Bresse, c'est François Salé. Et quatrième, du vélo club de Kourou, Jackie Fonclo. Vous voyez donc sursaut des Guyanais après, on va dire, la petite panne d'hier. Jean-Gilles, vous êtes au sein du peloton, un peloton toujours avec ses 5 hommes en tête, Ringuet, Arcade, John, Fonclo et Salé.
Oui, alors Jean-Gilles, je le disais, il y a un peloton qui est sorti. Donc, les hommes qui sont en tête ont pour nom Patrice Ringuet de l'USM Montjoly, Hervé Arcade de la Martinique, Loïc John qui a remporté le premier point chaud de l'espoir cycliste guyanais, Jackie Flonclaude du Vélo Club de Kourou, François Salé de Bourg-en-Bresse. Ils doivent être à peu près entre 5 et 6 coureurs. Et puis un peloton, on nous avait annoncé 50 secondes de retard, peloton maillot jaune que vous apercevez bien entendu, emmené par les coureurs de la Guadeloupe. Et en 4e position dans ce peloton, et bien tout simplement Boris Karen, qui a envie de réaliser une bonne performance, hein, Tour de Marie-Galante, Tour de Guadeloupe et Tour de Guyane. Vous imaginez le palmarès, tout cela au cours de la même année, ce serait vraiment exceptionnel pour ce garçon. Oui, ce serait exceptionnel puisque de mémoire, hein, il ne me semble pas avoir déjà vu un coureur gagner 2 tours dans la même année. Lorsque je dis 2 tours, c'est Tour de Guadeloupe ou Tour de Guyane ou Tour de Martinique, Tour de Guadeloupe ou Tour de Martinique, Tour de Guyane. Donc il a la chance à nouveau d'inscrire son nom sur les tablettes du Tour de Guyane, mais aussi dans le palmarès du cyclisme antillais-guyanais. Et voilà, alors que la Guadeloupe est bien, hein, très très bien placée. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Des 5 coureurs, il en manque un, le 6e, là, on vient de le voir, il est là, donc il est là dans le groupe de tête. Je rappelle que le maillot vert est sur les épaules de Louis Sablon, l'ancien porteur du maillot jaune. Voilà ce que l'on peut dire, alors que nous sommes dans la roue tout simplement de François Salé, qu'on vous a dit tout à l'heure, de Bourg-en-Bresse, et qui a marqué pour la première fois, en tout cas depuis le début du tour, et bien, ses premiers points dans le point chaud de la journée. Un point chaud d'ailleurs que nous aurons l'occasion de vous en parler puisqu'il n'est pas encore là. Ce sera du côté de la montagne des Perches. Je ne sais pas si on peut faire une tentative encore avec Jean-Gilles Assard. Oui, José. Bonjour Jean-Gilles, vous êtes bonjour, au sein du peloton. Bonjour à tous. Désolé, nous avons quelques petites coupures qui m'empêchaient de vous entendre. Eh bien, racontez-nous tout cela. Vous êtes au sein du peloton, hein? Oui, effectivement. Non, je suis plutôt derrière le groupe d'échappés. Ce groupe qui a pris naissance dès le 4e kilomètre sous l'impulsion de 3 garçons. Jackie Fonco, Pierre Garéja et Loïc John. Fonco donc du Vélo Club de Kourou, Garéja de l'Académie de Roura et Loïc John de l'Espoir cycliste guyanais, le champion de Guyane du contre-la-montre, sont venus se joindre à cette échappée. Eh bien, François Salé de Bourg-en-Bresse et Hervé Arcade, le Martiniquais. Et ces hommes, dès le 4e kilomètre, eh bien, ont entrepris de prendre de l'avance. Ils y sont parvenus pendant un bon moment jusqu'au ravitaillement où là ça a commencé un petit peu à chuter en termes de rythme. La première heure de course était à 41,9 km/h, ce qui est très lent par rapport à tout ce que nous avons eu depuis 2 jours. Je vous rappelle que le premier jour, on était pratiquement à 48 km/h le premier jour, et là on est à 42 km/h sur cette étape. Eh bien, ces hommes ont possédé jusqu'à 1 minute 15, 1 minute 17 d'avance, et là, de nouveau, ils ont 1 minute 20 d'avance, puisque depuis le kilomètre, le kilomètre 46, eh bien, on a vu arriver Patrice Ringuet, le tenant du titre, qui s'est joint à cette échappée. Et pour l'instant, eh bien, les hommes sont sur la petite route de Guatemala. Vous savez qu'elle est étroite, vous savez le revêtement est difficile. Attention donc aux chutes, attention aux crevaisons, mais devant, pour les 6 hommes de tête, je ne pense pas que ce soit un problème. Ce sera plutôt au niveau du peloton que cela peut être problématique. Alors qu'effectivement, hein, il y a les hommes de tête, mais il y a une tentative de contre-attaque avec 2 coureurs qui sont sortis de ce peloton. Vous l'avez dit, nous sommes dans cette route de Guatemala que les coureurs n'empruntent pas vraiment, et les 2 contre-attaquants, eh bien, sont des coureurs du VCS, c'est-à-dire le Vélo Club de Sinnamary. On a vu aussi que ces garçons ont envie de mettre le nez à la fenêtre parce qu'on arrive chez eux, ils sont à la maison, ce sont les régionaux de l'étape. Oui, là, les mains, c'était Dwayne Rogers et Maurice Buzaré du VCS. C'est normal, l'étape gagne, ce sont les régionaux de l'étape, hein, donc ils veulent faire une bonne performance. Ils ont loupé l'échappée de tête, mais il faut voir que là, la Guadeloupe contrôle, elle laisse partir un certain nombre de coureurs, assure un tempo et feront l'effort pour revenir dans les derniers kilomètres. Et ensuite, les équipes de sprinteurs, telles que le Vélo Club, par exemple, prendra sûrement les choses en main. Daniel Souza, que l'on vient d'apercevoir ici, avec les autres coureurs qui forment le groupe de tête, Fonclos, Apinsa, Salé, Arcade, Ringuet et Pierre Garéja.
pour les hommes qui sont pour le moment en tête de la course. Voilà, Pierre Gareja qui lui est à 6 minutes au classement général. Il nous a dit qu'il avait l'intention d'attaquer. Eh bien, on va l'entendre tout à l'heure. On va entendre surtout le maillot jaune, le nouveau maillot jaune, Boris Karen, qui nous a dit ce qu'il pensait de cette course et quelles étaient ses intentions, bien entendu, pour la suite de la compétition. Oui, c'est normal. Là, comme il s'appelle encore, l'ancien maillot jaune, Luce Sablon l'avait dit, ils sont tous capables de gagner le Tour de Guyane. Ils sont venus avec une équipe donc assez forte. Là, c'est Boris. Donc maintenant, ils vont gérer de façon à toujours garder leur maillot. Il faut voir qu'ils sont à 4 dans les 10 premiers. Donc, dès qu'il y aura des attaques avec des coureurs, je dirais, entre guillemets, dangereux, autant, donc dans les 2-3 minutes, il y en aura, style La Rochelle ou Barolin, qui feront l'effort pour partir avec ces coureurs. Voilà donc Hervé Arcade, dossard numéro 15, coureur de la Martinique, qui a déjà réalisé pas mal de belles performances ici, bien sûr, a déjà remporté cette épreuve. Pierre Gareja qui a porté à un moment, il y a quelques années, le maillot jaune. Il aurait même pu s'imposer. Malheureusement, il n'a pas encore inscrit son nom au palmarès de cette prestigieuse épreuve qu'est le Tour de Guyane. Dans cette zone de Guatemala, Eugène, oui, alors c'est très amusant d'entendre parler de Guatemala aujourd'hui. Cela nous paraît banal, mais sachez que à l'époque, ce fut un véritable exploit des travaux publics de Guyane de construire cette route de confort de Guatemala qui ne mesurait à l'époque, donc en 1943, que 2,50 m de large. Et on parlait que la route était suffisamment large pour que deux camions puissent se croiser. Alors aujourd'hui, ça prête à sourire, mais bon, respect pour les anciens. Et donc on voit l'évolution technique qu'a connue la Guyane et que nous connaissons lentement, mais que nous connaissons quand même. Alors il faut savoir que cette route de Guatemala amenait les gens vers l'ancien bac, parce qu'il n'y avait pas encore de pont. Oui, j'ai connu cette course poursuite entre les voitures, cette course folle qui consistait à prendre le premier bac, puisque tout le monde avait les mêmes horaires. Donc il y avait 50 000 Guyanais qui voulaient prendre le bac à la même heure. Mais avant le bac, il faut savoir que jusque dans les années 1945, voire 50, il n'y avait que les passages par canot. Donc il y avait des passeurs qui étaient nommés par la colonie, des passeurs en titre. Leur rôle, c'était de faire franchir le bras des fleuves donc, de Guyane. Donc c'était un métier extrêmement rigoureux nommé par le gouverneur. Et nous sommes avec le groupe de tête, je le rappelle, ici en tête dans cette route de Guatemala, Patrice Ringuet, du SL Montjoli, Hervé Arcade de la Martinique, Loïc John de l'Espoir cycliste guyanais, Jackie Fonclos du Vélo Club de Kourou, François Sallet de Bourg-en-Bresse et Pierre Gareja de l'Académie de Roura. Ce sont ces hommes-là qui sont en tête pour le moment, avec, selon ce que nous a dit Jean-Gilles, qu'on va retrouver, toujours 1 minute 20 sur le peloton maillot jaune, Jean-Gilles. Oui, effectivement, l'écart ne varie pas trop, mais on a vu au sein de cette échappée le gros travail d'Hervé Arcade, qui prenait des relais très longs et qui, en même temps, faisait mal à certains de ses coéquipiers d'échappée. Et on sentait que le Martiniquais était un peu seul à vouloir conserver un rythme très élevé. Et ça, forcément, c'est pas toujours bon signe pour une échappée comme celle-là. L'arrivée de Patrice Ringuet a donné un deuxième souffle à cette échappée, puisque Patrice également a pris des relais très appuyés. Bon, maintenant, vous le sentez bien que les Guadeloupéens ne sont pas vraiment décidés à aller les chercher tout de suite. Et en plus, on se rend compte qu'eux, ils ont des difficultés à vraiment creuser l'écart, à prendre 2 voire 3 minutes pour souffler un peu. Ça risque d'être quand même compliqué. Voilà donc pour les hommes de tête, le peloton, on vous l'a dit. Alors, on a eu la chance, c'est un concours de circonstances, on va dire la chance. On a eu la chance d'interroger Gareja, on a interrogé également le maillot jaune. Alors, dès qu'on est prêt, on va vous proposer, on nous dira. Voilà, donc nous sommes toujours avec le groupe de tête que vous avez vu décortiquer. Alors qu'arrive, vous savez qu'il y a aussi une course parallèle en ce moment. Donc oui. Non. Donc une course parallèle. Alors il y a il y a une course parallèle et donc les coureurs sont partis
très tôt ce matin de Matoury et ils arriveront à Matoury, ici à Sinnamary, d'ici quelques instants. Pas de danger pour le moment pour le maillot jaune, 1 minute 20. Bon, ce sont des coureurs qui sont très très loin. Ils sont loin, ils sont à plus de 7 minutes, donc le maillot jaune a un fauteuil de sécurité. Là, son équipe juste assure pour un tempo et après c'est à eux de l'échapper, à fournir des efforts. Comme Jean-Gilles l'a dit, puisqu'il est sur le terrain et il le voit mieux que nous, que Hervé Arcade est en train d'appuyer sur les pédales et que c'est avec l'apport de Patrice Ringuet que ça peut, que l'échappée garde cet écart. On va écouter Boris Karen, le nouveau maillot jaune que nous avons rencontré ce matin après le petit déjeuner. Il nous donne ses intentions. Il est d'ailleurs très heureux de porter le maillot. Ben non, puisque j'étais pas parti forcément pour pouvoir jouer le classement général. J'étais venu plus dans l'esprit d'équipe. Donc bon, aujourd'hui, je me retrouve avec le maillot. Donc un maillot, ça se défend. On va tout faire pour défendre notre maillot. Ça ne veut pas dire qu'on va contrôler la course, bien au contraire. Sachant qu'on est au 3e jour de course et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont très fortes. Je pense qu'il faudra jouer intelligemment. Louis est quasiment dans le même temps que moi, 22 secondes. Donc on va mettre une stratégie en place pour pouvoir contrer nos adversaires. Fonduro a désigné son leader. Le leader, c'était Louis Sablon ou bien un autre. Mais aujourd'hui, il s'avère que le co-leader est un petit peu plus loin au général et que Louis Sablon est à 22 secondes. Donc moi je ferai tout pour eux parce que bon, il ne faut pas non plus être vorace et puis il faut respecter les consignes de Franck. Après si Franck estime que je dois garder le maillot, ben, on défendra le maillot. Voilà donc réaction du maillot jaune, Boris Karen, très serein et surtout très lucide. Très lucide, très discipliné également. Lorsqu'on voit par exemple hier Franck Duro qui vient à sa hauteur, on lui demande de freiner. Il n'hésite pas, il freine et il attend. Alors qu'il peut jouer sa victoire d'étape, il peut prendre le maillot. Donc oui, il a mûri comparé à quelques années. Je vois que maintenant le bonhomme a pris de la bouteille et ça sera dangereux pour les adversaires. Voilà, 3e participation pour tenter de remporter 200 €. Eh bien, envoyez tout de suite par SMS Tour au 97 000 afin de participer au tirage au sort et tenter de remporter 200 €. Service édité par Access Interactive. 0,65 € plus coût du SMS. 2 SMS maximum. Voilà, vous le faites maintenant et vous gagnez par tirage au sort 200 €. Alors, bien sûr, on le voit, Boris Karen, il est là. 3e participation au tour, il n'a pas encore gagné. C'était Ruffin. Bon, on va voir, en tout cas cette année. Vous pensez que les Guadeloupéens peuvent maintenir cette pression et qui pourraient ne pas être attaqués par d'autres? Les Belges sont bien placés, les Suisses aussi. Oui, mais ils savent très bien qu'en ayant 4 coureurs dans les 10 premiers, je ne dirais pas que le tour soit plié. Mais il faudrait que tout d'abord laisser l'équipe de la Guadeloupe rouler un certain nombre de temps et fournir des efforts courts, en gros d'une vingtaine de kilomètres, donc sur la fin de course. Et tandis que là, ils assurent, ils laissent des gars pas trop dangereux. Et lorsqu'ils vont revenir en gros à 40 secondes, il y aura des attaques et eux, ils vont suivre. Alors, 1,46, vous l'avez vu. On a vu aussi Pierre Garéja, je ne sais pas s'il y a une possibilité. Voilà, et bien on écoute Pierre Garéja, c'est un concours de circonstances, mais il nous a accordé aussi un entretien ce matin avec Yves Robin. Oui, bonjour José, effectivement, on a eu 2 étapes très difficiles. La première, ça roulait très très vite. Et la deuxième, là vraiment, on a eu du grand vélo, dans les côtes notamment. Au niveau du peloton guyanais, on a beaucoup souffert. Il y a énormément de coureurs et des clubs. Le tour n'est pas fini, mais pas loin. Donc maintenant, il faut se remobiliser quand même. Il reste de nombreuses étapes à prendre et une course à faire. Donc maintenant, nous en tout cas, on va se porter à l'avant et continuer à attaquer. Vous êtes le leader de votre club, vous êtes à 6 minutes de Boris Karen. Comment envisagez-vous la suite? Faut rester conscient, c'est pas le même niveau. Nous on fait du sport amateur, eux font du sport professionnel. Donc on va essayer de tirer le meilleur parti de la situation actuelle. 6 minutes c'est beaucoup mais c'est pas non plus totalement perdu. Donc moi en tout cas je vais m'employer à essayer de représenter l'Académie de Roura Numérique Impression du mieux que je peux et me porter à l'avant du peloton et me glisser dans les coups. C'est tout ce qui reste à faire. Essayer de remonter le plus haut possible dans les 10 premiers.
on va sauver aussi sa saison. Hein. En tout cas, c'est le cas de Pierre Garéja. Là, hein. Oui, il va sauver sa saison. Mais par contre, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit lorsqu'il dit que les coureurs guadeloupéens sont des coureurs professionnels. Ce sont des amateurs. Ils travaillent, ou pour la plupart, ils travaillent. Donc, si ils ont choisi de faire du vélo, donc il y a une réalité. Hein. Moi, j'ai eu le temps de pratiquer là-bas. Le dimanche matin, pendant le carnaval, ils sont à l'entraînement. Donc voilà, hein. La saison commence dès le début du mois de février. Ils ont couru près de 6 à 7 courses à étapes. Donc pour eux, c'est juste comme pas Luis Sablon, mais Boris Karen a dit, on l'a amené pour le récompenser de sa saison. Donc voilà, hein, il faut s'entraîner et faire des sacrifices. Voilà donc, alors que François Salé justement était en train de demander son directeur sportif, hein, vous les voyez, Fonclot, John, Salé, Arcade, Ringuet et Garéja, ce sont les hommes qui sont pour le moment en tête avec une 46 d'avance sur le peloton. Jean-Gilles, le peloton pour le moment ne réagit pas, hein, le chrono augmente mais ce n'est pas dangereux pour Boris Karen. Visiblement, José, je ne saurais vous dire puisque je suis à l'avant et vous savez que la petite route de Guatemala est très difficile et donc il est difficile de se laisser dépasser pour aller voir le peloton. Donc on va attendre qu'il sorte sur la RN1 en direction donc, de la montagne des Pères où vous sera jugé donc le deuxième point chaud. Mais c'est vrai que là pour l'instant le peloton, il n'y a pas encore de feu. On est à plus de 60 km de l'arrivée. Je pense que le peloton imprime un tempo et comme le disait Christophe tout à l'heure, quand les équipes de sprinteurs sera décidé à combler le retard pour jouer la gagne, eh bien, on mettra en route et vraisemblablement eh bien, les échappés diront adieu à leurs ambitions. Alors, justement, Eugène, là, oui, c'est une grande zone on voyait des agricole, super plans là. tout à l'heure, Oui. notamment des parcelles en forme de lanière. Oui. Toutes ces parcelles-là, ce sont des parcelles héritées de l'esclavage, puisque Macouria était le grenier à coton de la Guyane durant les années 1820 et 1830. Et puis il y a eu une maladie qui a atteint les cotonniers, donc il a fallu les remplacer. Donc vous voyez encore les canalisations, donc les canaux de drainage des parcelles à coton. Donc le paysage a été modifié par les esclaves et les traces sont toujours visibles sur les images aériennes. Voilà donc pour la séquence historique de cette très belle région, hein, très très vaste région de Kourou, peloton groupé, comme vous l'avez vu, à 1,46 des hommes de tête. Pas d'inquiétude pour le moment, tout le monde est là. On attend peut-être encore quelques attaques, une animation, mais c'est peut-être difficile aussi de sortir du peloton. C'est difficile puisqu'il y a un tempo qui est assuré. Il faut voir qu'il y a eu les deux premières étapes qui ont quand même, on a puisé dans les réserves. Hein. Donc les coureurs... vous avez vu, hein, 28 degrés. 28 degrés, oui. Oui, le temps est couvert. Hein, le temps est couvert en ce moment. Météo France, quelques nuages, une température moyenne à Sinamari. Hein, oui. À Sinamari de 28 degrés. Oui, il y a le vent également. Donc là, c'est vent de dos. Mais il faut voir que les deux étapes, ils ont puisé dans leurs réserves. Hein. Hier, beaucoup de coureurs ont pris un coup au moral. Hein. Qu'on le veuille ou non, prendre 7 minutes, 10 minutes à la fin de la journée, c'est un peu difficile pour se remobiliser. Hein. On se dit, bon, ben là, le tour est fini, puisqu'on voit déjà, on sait qui est devant. Mais il y a des hommes comme Patrice Ringuet, comme Hervé Arcane. Et moi, je suis convaincu que la section de la Martinique n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que le tour n'est pas encore fini. La preuve, Hervé Arcade est à l'avant. John Loïc, qui le montre également, hein, l'ancien champion de Guyane, donc, qui est champion du contre-la-montre. Donc, ils ont envie de faire quelque chose et il faut continuer à les encourager, à les suivre. Alors justement, lorsqu'on parle d'épreuves comme celle-là, hein, au Tour de France on en parle aussi souvent, alors, et il y avait un jour sans pour certains coureurs, peut-être même pour le gros du peloton, c'était hier? Oui, je veux croire que ce soit hier, mais comme je te disais hier, j'expliquais, la Guadeloupe a durci la course, sachant qu'ils étaient sur leur terre de prédilection, ils ont durci la course, ils envoyaient des bonhommes à l'avant, ils roulaient pour revenir, ils refaisaient d'autres démarrer. Donc à chaque fois, ils ont laissé le peloton sous tension. Et à la fin, ils se sont retrouvés à 4 devant. Et la course était quasiment pliée, puisque personne n'osait les attaquer.
Là, on regarde encore une fois, aujourd'hui, ils sont capables de rouler. Groupe, hein, Avec voilà, La Rochelle en tête. Il faut voir que les gars, ils ont couru autour de la Guadeloupe à plus de 40. Ils avaient l'habitude de courir. Ils ont l'habitude de faire des courses à 40, 44 de moyenne. Donc voilà, le résultat de tout cela. Il faut faire de la compétition. Il faut aller autour de la Guadeloupe pour prendre du niveau. Et en revenant, on essaye de récupérer sans faire d'excès. Alors, il faut savoir que la moyenne générale de l'épreuve, hein, actuellement, est de 42 km/h 524. C'est bien, parce que c'est un petit peu en dessous de la moyenne générale l'an dernier, qu'avait réalisé justement Patrice Ringuet, qui est en tête de ce groupe. Donc, ça veut dire que d'une année à l'autre, la compétition peut changer en fonction de plein de paramètres, hein, on le voit d'ailleurs, puisque hier ils ont couru la période, la route de l'Est, à plus de 40 km/h de moyenne, alors que l'an dernier ils l'ont couru avec une moyenne qui avoisinait les 36-37 km/h. Donc 3 ou 4 km/h de différence, justement, ça peut faire mal. Oui, ça fait mal. Et après, c'est la récupération. Il faut tout de suite partir déjeuner, il faut boire de l'eau, il y a des boissons de récupération. La récupération, maintenant, c'est liquide. Donc, il faut boire de l'eau, il faut prendre des boissons énergisantes pour récupérer. Et non rester comme certains. C'est pas méchant, mais se promener, se faire voir. On est dans une compétition, on reste sérieux. Alors on va sortir de Guatemala, peut-être encore un petit mot, Eugène, avant de passer au point chaud. Oui, exact, oui. Sur la droite, donc, vous avez des zones agricoles donc, de maraîchage. Et sur la gauche, nous ne l'avons pas vu, nous avons la première plantation de bananes guyanaises, 1 hectare, mulus en plan. Donc on est dans une zone, c'est le grenier nourricier de la Guyane. Donc c'est une zone qui va se développer aussi. Et plus avec les relations que les agriculteurs entretiennent avec la base spatiale, je crois qu'il y a des velléités d'accélérer aussi le mouvement agricole. Voilà, donc 52 secondes à la sortie de Guatemala. Jean-Gilles, l'écart se réduit. Non, José, au contraire, 1 minute 52 d'avance à moins de 500 mètres du deuxième point chaud que je vois bien Hervé Arcade jouer une nouvelle fois et peut-être Patrice Ringuet aussi, parce qu'on se souvient l'année dernière que c'est en jouant sur tous les tableaux qu'il avait fini par décrocher le maillot jaune et surtout marquer de son empreinte ce tour. 1,52 donc alors que nous sommes au kilomètre 78 sur les premiers lacets de la montagne des Pères et que le point chaud approche. Voilà, effectivement, dans 1 km 200, pour être un petit peu précis, 1,52 donc avec cet homme qui est là, mais il n'est pas du tout inquiété parce qu'au classement général, je vous le rappelle très bien, que Brice Carène a 22 secondes d'avance sur Luc Sablon, 57 secondes sur le Belge Rutgers, et puis ensuite ça monte, une 40, 2,21 Compara, Barolin, de Mazy. Le 10e au classement général est à 2,38. Ce n'est peut-être pas très important alors qu'il y a un sprint ici, me semble-t-il, pour le point chaud, remporté peut-être par Jackie Fonclos. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-Gilles. Ou Arcade. Arcade. Loïc John et me semble-t-il Salé et Fonclon en 4e. Étonnant parce que Patrice Ringuet n'a pas du tout joué le point chaud. Ah, ça c'est surprenant. Bon, bah écoutez, c'est peut-être une autre stratégie. Je ne joue pas les points chauds, mais si jamais la victoire finale doit se décider, n'oubliez pas que j'ai donné un coup de main et que peut-être je suis prioritaire. Ça repart. C'est bien Hervé Arcade, Jean-Gilles. Oui, pour l'instant, je vous dis Hervé Arcade, dès que j'ai confirmation, puisque nous étions derrière le point chaud, derrière les coureurs plutôt, il n'est pas évident de juger à cette distance, mais il me semblait bien que c'était Hervé Arcade. Voilà donc pour ce point chaud et le peloton qui arrive derrière, en très groupé. Bien entendu, on se rapproche tout doucement, mais avant d'arriver à Kourou, on va traverser, enfin on va pas rentrer dans Kourou, avant d'arriver à Sinamari, on va pas rentrer dans Kourou, on va tout simplement faire le rond-point avec une figurine assez intéressante, très nouvelle d'ailleurs, puisque ça n'existait pas l'an dernier lorsque nous étions autour. Les artistes ont réalisé quelque chose que vous allez découvrir dans quelques instants. Oui, donc là encore, la sélection de la Guadeloupe qui assure le tempo. Ils savent qu'il faut garder un écart. Garéja se trouve à 7 minutes 13. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. On roule, on assure l'allure, on garde l'allure. Et par la suite, et si on regarde bien,
c'est toujours les mêmes qui roulent, hein, La Rochelle, Nacto et Baroulin de temps en temps. Donc voilà, ils savent ce qu'ils veulent jouer aujourd'hui, donc nous verrons par la suite. Alors que nous sommes tout doucement du côté de Kourou, derrière un peloton qui pour le moment eh bien, ne fait que suivre, hein. Il n'y a pas d'autres possibilités. La vitesse, on vous l'a dit, hein, un peu plus de 42 km/h exactement, c'était 41,9 pour une heure de course, et bien près de 42, donc c'est quand même une très très bonne moyenne sur ce qui veut dire que les coureurs eh bien, sont vraiment à l'heure. Nous sommes à la montagne des Pères. Eugène ? Oui, absolument, José, oui. Nous sommes sur un lieu doublement historique. Première histoire, celle liée à l'esclavage et au mouvement religieux. C'était une habitation occupée par les pères jésuites qui vont être expulsés de la Guyane en 1763. Et ces pères jésuites avaient des esclaves et un certain nombre d'esclaves ont refusé de changer de maître. Certains d'entre eux seront fusillés sur place, les Noirs marrons, hein, et une partie s'évadera jusqu'au Venezuela où elle sera arrêtée et ensuite rapatriée en Guyane, mais avec des conditions très précises. Et puis ensuite, second aspect intéressant pour la physique donc mondiale, c'est ici qu'a eu lieu la première étude de la vitesse du son. Donc il y avait des scientifiques, donc le Sir Condamine revenant de l'équateur où il a créé finalement l'équateur que nous connaissons aujourd'hui. Il descend l'Amazone, il fait une escale en Guyane et c'est là qu'il calcule la vitesse du son avec un canon donc qui va tonner de la montagne des Pères où se trouvaient les jésuites. Et ensuite à Sépérou, il y a des gens qui étaient là pour calculer la vitesse du son par rapport à la lumière. Donc nous sommes sur un lieu extrêmement historique, important même pour l'humanité au niveau physique. Et la montagne des Pères d'ailleurs est un site très protégé puisqu'il y a beaucoup de matériel de poursuite au moment des lancements des fusées aériennes. Oui, et puis chaque jour les radars repèrent les satellites qui survolent la Guyane. Jean-Gilles, des nouvelles du groupe de tête ? Oui, et le résultat officiel du point chaud avec la victoire donc, de Hervé Arcade devant Loïc John, François Salé en 3e position et Jackie Fonclos en 4e position. Et le groupe commence à sentir peser les kilomètres puisque je vous rappelle nous sommes au kilomètre 81 et cette fois nous sommes en train de traverser la petite savane là qui nous amène jusqu'au pont de Kourou dans une longue ligne droite où le peloton qui est quand même à plus d'1 minute 52 devrait sans doute apercevoir les voitures suiveuse. Je me retourne mais je ne le vois toujours pas le peloton, donc c'est peut-être bon signe pour les échappés, mais on en saura un petit peu plus une fois qu'on aura passé l'entrée de Kourou, le rond-point café. Regroupement au classement général des points chauds, hein, puisque je rappelle très rapidement parce que le point chaud, il y en a 3 par étape. En ce moment, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des différents classements, c'est toujours Denara qui est en tête avec 9 points. Deuxième, ils sont nombreux. Il y a Hervé Arcade, Loïc John avec 8 points. Voilà donc pour ce classement provisoire. On va attendre le dernier point chaud pour voir si Hervé Arcade était dans la même situation pour peut-être se permettre, pourquoi pas, de ravir ce maillot rouge des sprints intermédiaires. Oui, là, il est obligé de défendre le maillot de son coéquipier, qui est Denara, mais en le défendant, lui, il prend des points. Donc, ça fera 2 Martiniquais dans le classement. John Loïc, il se rabat là-dessus aussi, hein, il fait des sprints, c'est normal. Et maintenant, on verra. À l'image, c'est comme Francillette qui amène le peloton du maillot jaune. Donc, on voit qu'il est tranquillement assis en 4e position. Et ça va continuer comme ça, en gros, jusqu'à l'arrivée. Voilà donc nous sommes, je rappelle, dans la région kouroussienne. Nous venons de passer la montagne des Pères. On va arriver dans quelques instants au giratoire café, ce qui veut dire que nous serons à moins de 60 km de l'arrivée avec bien sûr une physionomie actuelle qui fait que Patrice Ringuet du SL Montjoly est dans un groupe composé également d'Hervé Arcade de la Martinique, Loïc John de l'Espoir cycliste guyanais, Jackie Fonclos du VO Club de Kourou, François Sallet de Bourg-en-Bresse et Pierre Garéja de l'Académie de Roura.
dès que c'est possible, hein, on peut peut-être entendre, puisqu'on a un petit peu de temps avant de rentrer dans la dernière portion qui pourrait être assez intéressante, pour ne pas dire décisive, avant l'arrivée ici à Sinnamary. Oui, la dernière portion risque d'être très décisive, hein, puisque à l'avant, ça fait déjà plus de 70 km que le groupe est pour porter à l'avant. Ils sont partis au 4e kilomètre, disait Jean-Gilles. Hein. Donc la fatigue va commencer à se faire peser, à peser dans les jambes. Hein, et le peloton derrière qui assure une allure, on a vu que la section de la Guadeloupe avait relativement accéléré. Hein, là, sur les 2 images, on voit que le peloton a accéléré, que la section de la Guadeloupe amène un tempo beaucoup plus rapide. Donc, ça serait intéressant de voir les écarts dans quelques minutes au niveau du rond-point. Une 46, on l'a dit, hein, une 52 même, on l'a dit. Et le voilà, ce peloton qu'on essaie de remonter. Très nerveux. Voilà. Là, regardez l'équipe de la Belgique qui essaie de remonter leur leader. Donc, le maillot rose, hein, il est amené par 2 coéquipiers et un dans sa roue. Donc, ça fait une vague de coureurs qui tentent de se replacer, puisque ça commence à bordurer, je pense. Peut-être qu'il y a du vent. Donc voilà, vous voyez les coureurs qui sont sur la gauche. Regarde, hein, comme ils voient une file remonter, donc ils vont remonter également. Là donc ces coureurs hein, qui... Voilà, alors habituellement souvent on se met sur le côté droit, mais là cette fois-ci ils sont sur le côté gauche. Il faut dire que dans une course comme celle-là, le code de la route n'est pas toujours très respecté. Le pont de Kourou. Oui, alors ce pont a été construit pour faciliter l'accès à la base spatiale. Tout va de pair. C'est un pont qui mesure plus de 100 mètres et qui finalement touche 2 rives intéressantes, parce que vous voyez que ces rives sont couvertes de palétuviers rouges avec lesquels on fabriquait du tanin autrefois. Donc il y avait des distillateurs de tanin et puis ensuite, le palétuvier rouge, c'est un bois qui est quasiment imputrescible. Et c'est une zone écologique extrêmement riche pour les crabes et pour la croissance des crevettes marines que nous connaissons, nous, nos shrimps. Avec les hommes de tête, Jean-Gilles, nous approchons du pont de Kourou. Et oui, encore 50 mètres pour ces hommes pour se rendre sur la rive gauche du Kourou. On a vu un champion ravitailler un champion, autrement dit Sylvain Ringuet, tendre une bouteille à son fils Patrice Ringuet qui vient d'entamer la traversée du pont de Kourou. Et on est sur un petit tempo là pour l'instant hein, au sein de ce groupe de tête. On y va piano, bon, en essayant d'économiser au maximum ses forces malgré tout en fonction de ce que l'ardoisier annonce à chaque fois. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est sur un rythme effréné. C'est peut-être aussi une manière de récupérer, de refaire un petit peu le plein avant les batailles qui vont arriver sur les petites bosses qu'il y a sur la route donc entre Kourou et Sinnamary. Voilà, effectivement, donc en tête de la course, 5 hommes, Ringuet, Arcade, John, Fonclos, Saleh et Garéja. 1 minute 52 sur le peloton qui va maintenant entamer la traversée de ce pont. Si vous avez une possibilité de pointage, Jean-Gilles, ça serait intéressant. Oui. Peut-être au Giratoire Café. Oui, on va essayer de vous avoir un écart. 42,6 pour la moyenne pour cette deuxième heure pour le peloton. Voilà, donc voilà, 42,6, donc pas de problème. 42 secondes d'écart pour le peloton. Hein, 57 secondes, très exactement. Voilà, 57 secondes à peu près pour le peloton qui arrive très très fort. Ça veut dire peut-être, hein, il va y avoir jonction de toute façon. Alors on vous parlait justement de ce nouveau rond-point. Oui, qui a connu quelques malheurs à ses débuts et maintenant les choses entrent dans l'ordre. Et donc c'est une pirogue qui symbolise les peuples entre guillemets de Kourou. Donc c'est un symbole de rassemblement et puis la fusée évidemment l'avenir ou le présent de Kourou. Et puis l'anneau en forme de cercle, bon, ben, c'est l'union. Fusée d'ailleurs qui sera lancée jeudi ici même de Kourou. Donc par Ariane Espace et dans 3 semaines après ce sera une fusée Soyouz qui sera lancée. Le peloton Jean-Gilles a déjà franchi le giratoire. Hein. José ? Oui.
Alors, juste pour vous indiquer, donc, rappelez qu'il y a 57 secondes, mais très étonnant parce qu'on n'avait que des coureurs de l'Allemagne, de la Hollande en tête et on n'a pas vu les Guadeloupéens au passage du rond-point café à l'entrée de Kourou. Voilà, donc une indication. Et puis on voit en tête, ça semble se relever à l'image de Jackie Fonclos qui est plutôt inquiet, se retourne. Ça veut dire que, allez, c'est terminé pratiquement. Oui, c'est terminé. Ils sont tous déjà résiliés. Là, 47 secondes, donc voilà. Ils ont vu l'ardoisier, donc... L'ardoisière. L'ardoisière, c'est l'habitude. L'ardoisière. Donc, ils ont plus trop envie de forcer. Hein. Ils ont vu qu'ils ont fait près de 70 km à l'avant. L'écart n'a pas augmenté. On va rester dans le peloton et on va garder des forces pour voir si on peut ressortir sur la fin de course. C'est tout simple. C'est quand même dommage. On a vu qu'Hervé Arcade, lui, il a continué à pédaler. Et là maintenant, voilà, Gareja est salé. Voilà, donc il l'a dit, il a perdu peut-être toute chance de remporter ce tour, donc il va se signaler, il va aller peut-être chercher une victoire d'étape. En tout cas, on est, je le rappelle d'ailleurs, puisque nous venons de franchir justement l'entrée de le giratoire café. Nous sommes à moins de 58 km de l'arrivée ici à Sinnamary. Et un peloton qui arrive à vive allure et qui a pratiquement déjà absorbé les hommes de tête, en tout cas 2 ou 3, on le voit sur le côté droit de la route, et 2 hommes par contre essayent de continuer sur leur lancée. Pierre Gareja de l'Académie de Roura et François Salé de Bourg-en-Bresse. Oui, c'est tout à leur honneur, ils veulent faire un dernier barreau d'honneur, peut-être en se disant que là c'est le Belge numéro 30. Le 30, c'est toujours 15 mètres. Voilà, donc lui peut-être qu'il va les rattraper et il va relancer l'allure des 2 hommes et continuer. Peut-être que comme ils ne sont pas dangereux, la Guadeloupe va encore laisser partir et les hommes intéressés par la victoire finale à Sinnamary feront leur coéquipier rouler pour les amener au sprint. Alors on vous a dit ce matin que, enfin hier, vous avez vu que c'est un Belge qui a gagné, Richard Rouland. Alors moi je lui ai posé une question parce que comme on s'intéresse au sport, c'est normal. Il y a eu il y a quelques années un champion belge qui gagnait pratiquement toutes les grandes courses de fond en Europe. Il s'appelait Gaston Rouland. Et justement, je lui ai demandé s'il y avait un lien de parenté. Il a dit, on lui a souvent posé la question, mais c'est l'orthographe qui change. C'est un Rouland aussi, mais lui c'est DTS et l'autre c'était TS directement. Donc c'est la raison. Donc aucun lien de parenté avec l'ancien champion belge. D'ailleurs, si on a une occasion, eh bien, on peut peut-être le proposer puisqu'il nous a répondu et que lui aujourd'hui, eh bien, ce tour le fatigue parce qu'il ne s'attendait pas à être en si bonne position. Si c'est prêt, eh bien, on va écouter Richard Rouland qui hier a remporté l'étape à Rouen. Oui, je pense, oui. Je suis en forme, je pense, et la récupération est bien, oui. Alors, comment ça s'est passé cette journée? Comment allez-vous entamer celle d'aujourd'hui? Oui, hier était très dur, mais je pense que mes jambes sont bien et on va voir. Je n'ai pas stress pour aujourd'hui. On va voir. La course est difficile? Oui, c'est difficile. C'est pas la même manière de course ici comme à la maison, mais c'est pas de problème, oui. Je me s'amuse. Votre adversaire direct, ce sera les Guadeloupéens? Oui, je pense. Le Guadeloupe, l'équipe est très fort et il doit rouler. C'est bien pour nous. Voilà, je rappelle que Richard Rouland est à 57 secondes de Brice Carrel. Donc rien n'est perdu pour lui, en tout cas pour le moment. Rien n'est perdu pour le moment. Et la Guadeloupe, ils savent, Boris Carène, c'est même pas Boris Carène qui va le surveiller, c'est plutôt Luis Sablan qui va le surveiller. Et il pourra que jouer les victoires d'étape. Bon, après, peut-être qu'on ne sait pas comment peut se dérouler les autres étapes. Une échappée comme l'an dernier en sortant d'Apatou, de Saint-Laurent, je veux dire, pour arriver à Rakubo, ça peut surprendre beaucoup de personnes. Ils peuvent laisser les coureurs partir et puis, ayant déjà fourni beaucoup d'efforts, ne reviennent pas dessus. Donc voilà, il faut toujours attaquer. C'est le moindre mot dans le cyclisme, il faut attaquer.
Là, on voit le peloton avec les différents coéquipiers bien alignés, hein, toujours proches de leur leader. Voilà. Voilà, ça se rapproche, hein, Jean-Gilles. Ah oui, ça y est, alors on est remonté en tête de course. Alors derrière dans le peloton, les Guadeloupéens ont repris donc leur position. Jackie Fonclo est redescendu au sein du peloton, n'en pouvant plus. Et il a été remplacé par le Belge Ken Smets, qui est revenu au sein de ce groupe et qui tout de suite a demandé à ses coéquipiers d'échapper. Eh bien, allez, on met en place les relais. Et tout de suite, forcément, vous comprendrez bien que Hervé Arcade était partant. Mais on essaie quand même si on a senti chez certains une certaine réticence, voire même une certaine lassitude. Et pour le moment, eh bien, Smet a redonné un petit peu de vie à cette échappée, mais pour le moment, il y a très peu d'écart avec le peloton. Ils sont en ligne de mire, ils sont à peu près à une quarantaine de secondes. Ça s'annonce pas terrible pour cette échappée. On a aperçu Loïc John, hein, qui lui est à 10 minutes et 1 seconde des hommes de tête, alors que nous sommes dans la ronde de Hervé Arcade, qui se dit après tout pourquoi pas, si on s'entend bien, on peut encore essayer d'arriver. Ils vont jouer la victoire d'étape. Hein. Oui, mais il faut déjà arriver dans les 10 derniers kilomètres avec la minute. Mais pour cela, il faut faire le boulot depuis le début. On voit Hervé Arcade qui leur dit de regarder derrière. Le peloton revient. Un moment d'agacement, puisque depuis un petit moment, Patrice Ringuet et Salé ont un petit conflit. Donc là, ça a ralenti l'allure du groupe de tête. Mais nous verrons. Il y en a des hommes qui en veulent encore. Boris Carène à l'image. Donc voilà, on voit un maillot jaune serein, tranquillement, dans les routes de ses coéquipiers. Donc... on l'a vu, hein, Arcade est allé voir ce qui se passait derrière et demandait pourquoi vous ne collaborez pas. Alors si vous ne voulez pas, eh bien, votre place n'a pas à être là. Voilà. Jean-Gilles, ça discute pas mal devant. Patrice là, hein. Ringuet et François Salé ont lâché le groupe de tête. Voilà, donc ils vont être absorbés par le peloton. Alors en tête, on vous l'a dit, hein, il y a un petit groupe. Là, nous sommes avec le peloton maillot jaune. Voici le groupe de tête avec, bien entendu, Arcade et le Belge, on vous a dit Ken Smet. Eux, en tout cas, si ça devait se poursuivre comme ça, eh bien, sont prêts. Garéja participe aussi, ainsi que Loïc John de l'espoir cycliste guyanais. Si les relais sont très forts, vous voyez Arcade qui s'est retourné pour voir si le peloton est là, si ça vaut la peine vraiment de continuer, parce que la route est longue, hein, et puis il y a une portion où il y a une très longue ligne droite. Donc ça, c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus, puisque la ligne droite fait plus d'1 kilomètre. Et donc c'est sûr que le peloton les aura en point de mire. Mais pour arriver à contenir le peloton à l'arrière, il faut collaborer, il faut se remettre tout de suite dans la roue. On voit que là que Garéja se relève, que Ken Smet regardait, parce que sachant qu'il y avait 2 autres coureurs, il regardait où ils étaient. Donc voilà, Garéja se remet dans la roue. Et maintenant ils sont à 4 et ils vont collaborer ainsi. En Hervé Arcade bien couché sur sa machine, il appuie, il garde l'allure de façon à évoluer, à progresser le plus vite que possible. Toujours ces 4 hommes en tête, hein. On l'a dit avec le peloton qui est là, hein, une poignée de secondes, on peut le dire comme ça, avec ces hommes qui pour le moment, eh bien, n'ont encore rien au niveau des chances de remporter cette étape, puisque l'autorisation de sortie est faite, certes, mais l'écart, par contre, n'est pas possible, Jean-Gilles, pour le moment. Une poignée de secondes. L'écart, non, il a agrandi, hein, il a agrandi sérieusement, et j'ai l'impression que les 4 hommes étant sur la même longueur d'onde en termes de production d'efforts, eh bien cela commence à payer, parce qu'il doit y avoir 45 secondes en gros d'écart entre les 2 groupes, l'échappée et le peloton. Alors que Loïc John est en train de se ravitailler, là aussi c'est très important, il fait chaud, il faut boire. Il faut boire, toujours. Normalement, c'est un bidon de 70 centilitres par heure, donc par tranche de 25-30 km. Et il faut être bien préparé pour avoir cette habitude, cette concentration, pour prendre son ravitaillement régulièrement, pour arriver le plus frais que possible sur la fin de course. Sinon, on pourrait se retrouver dans une situation difficile comme la fringale, par exemple. Comme la fringale, c'est un manque d'alimentation, donc en dette de sucre, de glucides. Donc là maintenant, rien ne répond.
hein. Il y a encore la volonté d'arriver, mais plus d'énergie. Et ça peut être lourd de conséquences. Alors nous sommes là dans le groupe, en queue de peloton, hein, pour être précis, avec des garçons qui savent qu'ils n'ont peut-être pas de chance de remporter une étape. En tout cas, ça pourrait être difficile. Alors il y a des coureurs du Vélo Club de Sinnamary, on en a vu beaucoup. Justement, le régional de cette étape s'appelle Jean-Louis Madeleine. Il est classé actuellement en 24e position à 8 minutes et 12 secondes du maillot jaune que vous voyez, Boris Karen. Jean-Louis Madeleine qui arrive chez lui. Son seul souhait, vraiment, c'est quoi? De gagner à Sinnamary. Il aurait envie de faire comme Ludovic Aixor. Il a dit que ça va être difficile. On aura peut-être l'occasion de l'entendre tout à l'heure parce qu'il a vraiment envie. C'est le meilleur coureur en ce moment, depuis quelques temps d'ailleurs, hein, au sein de le son Grand Prix du équipe. VCS à Sinnamary même, il finit 3e au général. Hein, et il y a beaucoup de courses qui se sont passées avant le Tour de Guyane. Vous avez vu, le numéro 1, c'est Patrice Ringuet, le dernier vainqueur du Tour de Guyane. Le 41 ici, c'est Pierre Garéja. Oui, donc Madeleine, il peut. Et c'est dommage qu'il ait loupé l'échappée, parce que je pense que cette échappée aurait pu être propulsée vers l'avant. Et donc voilà, on attend de voir. Et les hommes de tête sont toujours là, bien sur leur machine. Loïc John, Hervé Arcade, Pierre Garéja et Ken Smet. 50 secondes pour les écarts entre leur groupe et le premier. Eh bien, c'est le peloton très étiré. J'ai l'impression que l'étape d'hier a laissé des traces. On n'ose pas trop vraiment peut-être c'est une course intermédiaire de récupération. Vous avez cet avis? Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que je pense que ça va faire une arrivée groupée. Hein, que des fois, on va rester à récupérer, sachant que... Parce qu'on croit toujours que l'étape la plus difficile en Guyane, c'est la route de l'Est. Mais toutes les étapes sont difficiles. Est-ce que justement, excusez-moi Christophe, on a toujours eu cette habitude de penser que la première étape pourrait être difficile, on a pensé aux gros écarts. Alors sans penser que le lendemain la course était difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu un piège qui a peut-être provoqué ce qui s'est passé hier? C'est-à-dire on s'est protégé à la première étape et puis on a pensé que la deuxième irait toute seule, mais bien au contraire, on a vu que ça a causé beaucoup de dégâts. Ça a causé beaucoup de dégâts, oui. Je pense que beaucoup de coureurs se sont concentrés sur la première étape. On l'a vu, les coureurs du Vélo Club, ils étaient très concentrés sur la première étape. C'était bien, mais il fallait encore à ne pas oublier que Christian Lavenette a crevé alors qu'il était dans le bon groupe. Bon, Juste pour dire, sur l'étape d'hier, qui a été quand même disputée, je rappelle, à 40 km/h 118. Le dernier coureur, Damien Inversane, de l'Académie de Roura, a terminé à 56 minutes et 52 secondes. Ouais. L'avant-dernier à 52 minutes et 44 secondes. Et puis bien sûr, tous ceux qui ont perdu beaucoup de minutes, c'est quand même très 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 important. Oui, c'est très important. C'est le manque de préparation. Après, on ne sait pas s'il y a eu une panne, si la voiture était plus à l'avant. Il y a toutes les circonstances de course, mais... Oui. Ils étaient nombreux hier. Jean-Gilles Oui. Oui. Alors, juste pour vous dire, pour revenir sur votre propos concernant la première étape, on sait que pendant 2-3 ans, la première étape était presque décisive. On se souvient encore des déconvenus, par exemple de Boris Karen, ou encore de Clarico, ou encore d'autres Guyanais qui, dans le temps, explosaient dès la première étape. Et puis, donc, tout le monde est redevenu vigilant sur cette première étape. Et souvenez-vous, lors de l'émission Avant le Tour, on avait posé la question à Jean-Claude Dantin sur sa vision de ce tour et où il faudrait peut-être faire la différence. Et Jean-Claude nous avait répondu le premier tronçon de la deuxième étape, parce que là, on va aller sur les bosses de la RN2 et surtout, on va revenir face au vent et terminer par les petits faux plats de la route de Stoupan. Et je dois dire qu'il avait bien vu son affaire. Oui, c'est sûr, mais les coureurs et même son coureur, Fiston, et donc de la Croix du Sud n'a peut-être pas bien entendu les conseils de son papa, parce qu'il aurait pu être un petit peu plus vigilant.
car lui aussi est un des grands battus, même s'il a crevé, comme on l'a dit hier dans le direct. Hein. Oui. Bon, ce sont les circonstances de course. Hein. Lorsqu'on vient pour gagner, on n'a pas de panne, on n'a pas de chute, on n'a rien. Hein. On n'a jamais vu Armstrong ou même les vainqueurs de Tour de France avoir des défaillances, des pannes. Ben, c'est ça. Lorsqu'on est là pour cela, on a toute la réussite. Nous sommes toujours dans le groupe de tête, hein, je vous le rappelle, ils sont 4. Hein. Ici, nous avons le Belge Ken Smet, il y a Pierre Garéja, on l'a dit, aussi Hervé Arcade parmi les hommes de tête. Alors là, c'est une période de ravitaillement. Là. Oui. Donc voilà, lorsque je disais que le ravitaillement, c'est liquide, puisque nous sommes sur le vélo pour que ça soit plus vite assimilé par le corps, il faut que ça soit liquide. Et bien voilà, un 15 mètres monte avec des compotes ou bien même de la nourriture liquide, un peu en pâte, mais ça évite aux coureurs de mâcher et c'est plus facile pour l'organisme. Je peux poser une question? Oui, allez-y, bien sûr. Sur le plan physiologique, combien de kilos peut-on perdre lors d'une étape comme celle-ci? Non, on ne va pas perdre de kilos, on va perdre des grammes. Et combien de litres d'eau vous buviez lorsque vous étiez cycliste? Sur une étape de 3 heures, je buvais 3 litres, 4 litres. Voilà donc quelques informations intéressantes. Jean-Gilles? José? Oui. Juste pour vous dire que Garéja nous inquiète, hein, parce qu'on le voit là, parfois en difficulté. Il a du mal à récupérer, j'ai l'impression. Loïc John également, mais bon, ils essaient de suivre les deux gros rouleurs que sont Smet et Arcade, et qui impriment un gros rythme à cette échappée. Il n'y a que 52 secondes. Ils savent, Arcade et Smet savent que ça ne suffira pas, tout comme bien sûr Garéja et John. Mais Garéja et John, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même condition que leurs deux autres coéquipiers d'échappée. Et surtout là, on est sur une portion de faux plat. On va passer près de la carrière à Kourou, et les amoureux de cyclisme dans cette région savent que toute cette portion, avec les petits faux plats qu'il y a et les tape-culs, comme disait notre ami Pierrot dans le temps quand il était votre consultant. Pierre Nicolas. Pierre Nicolas, voilà. Que l'on salue d'ailleurs. Hein. Là, ça commence à faire mal, et ça fait mal, et je peux comprendre qu'on peut s'inquiéter pour cette échappée. Alors, on salue Pierre Nicolas, qui se remet d'un très grave accident. Hein, je le rappelle, il a été renversé par un véhicule alors qu'il circulait sur la route des plages. Il a été hospitalisé pendant plusieurs mois. Il est tombé dans le coma, et moi je l'ai vu juste avant le départ du Tour. Ça va, il est en rééducation. Il devrait devrait retourner en métropole dans quelques semaines pour poursuivre sa rééducation. Et on en profite pour saluer aussi le grand absent, notre confrère Francky Benoît. Francky Benoît, qui n'est pas là avec nous, mais on le salue. Lui aussi a eu un accident avec une double fracture du fémur. Donc Francky, on te salue. On s'approche du troisième point chaud aussi. Hein. Jean-Gilles, ce sera du côté de la bretelle de Petit Saut. Oui. Alors, pour l'instant, on attend l'écart. On était à 50 secondes tout à l'heure. On ne devrait pas tarder à avoir un écart un peu plus précis. Et les coureurs, pour le moment, les 4 de tête, 42 secondes. Ça descend inéluctablement. Voilà. Oui, c'est normal que ça descende. Hein. Comme tu as bien vu tout à l'heure, il y a quand même Garéja et John Loïc qui sont un peu plus en difficulté. Et bien voilà, hein, il y a deux bonhommes qui ont l'habitude de rouler à entre 40 et 45 km/h. Ils savent que c'est l'allure à tenir à poids dans l'échappée. Donc eux, ils assurent cette allure. Mais Garéja et John Loïc sont en souffrance, surtout qu'il y a des petits faux plats sur Petit Saut. Et bien voilà, on assure, ça, on passe comme on peut. Dès que ça monte, Garéja et John Loïc vont sûrement décrocher légèrement, mais revenir par la suite puisque ça va descendre. Donc ils vont rester avec le groupe au maximum de temps. Là on voit que Garéja assure sa part de relais puisque c'est sur le plat ou bien dans une descente.
Mais dans les montées, ça sera Hervé Arcade et Ken Smets qui feront l'effort. Difficile, hein, on le voit, hein, pour Loïc John, le champion de Guyane du contre-la-montre en danseuse. Ça va c'est dur pour lui. Jean-Gilles, vous êtes peut-être du côté de Loïc John qui monte difficilement alors que l'on approche du point chaud. Voilà, on est au kilomètre 100 très exactement. On est sur une petite côte là et le peloton avait en ligne de mire les 4 hommes de tête. Ça risque d'être chaud. À mon avis, il ne devrait pas passer, le croisement de la route de Petit-Saut et la RN1 parce que là, il va y avoir une succession de petites côtes et on est sur l'une des plus hautes là où, au moment où je vous parle, et les coureurs entament, en tout cas l'échappée entame la descente. Une descente très rapide et derrière eux, eh bien, le peloton ne va pas tarder à les ravoir en point de mire. Mais à mon avis, on laisse faire et sans doute lors du passage de Petit-Saut, c'est-à-dire en gros dans 18 km en gros, eh bien, on devrait assister à des attaques au sein du peloton pour tenter de prendre un petit peu d'avance avant l'arrivée. Il y a une côte très attendue, c'est celle de la côte Papillon au kilomètre 79 il me semble, et celle-là peut-être ce sera l'occasion pour certains téméraires de tenter leur chance. Effectivement, on va voir, hein, je pense que je pense que le peloton va revenir là, hein, on l'a vu. Les deux garçons, Hervé Arcade et justement Ken Smet, font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement c'est pas suffisant. Et puis peut-être que les maillots jaunes ont envie peut-être de se lancer dans un autre numéro ou d'autres coureurs, hein. Les Belges sont présents, on l'a dit, les Suisses aussi, ils sont là pour essayer de limiter les dégâts, pour essayer en tout cas de rester dans la minute, hein, en tout cas dans la minute pour certains. Je rappelle qu'on le disait au classement général, les 10 premiers peuvent encore renverser la vapeur, puisque le 10e c'est le Guadeloupéen Stéphane Laricherel à 2,38. Vincent Lebel du Vélo Club Guyanais est à 2,34, donc ça peut être possible. Et puis nous avons interrogé un garçon, peut-être qu'on va entendre, Yves Mercier, le Suisse, qui lui aussi est à 2,34, et il se dit que c'est vrai que la course est dure, mais pourquoi pas trouver une occasion pour pouvoir sortir et récupérer ce déficit, quoi. Oui, de toute façon, ils sont obligés. Des gars comme Mercier qui sont à 2 minutes et même les autres. Oui, Mercier. Il est à 2,38. 2,34. 3,28. Non, Yves Mercier. Ah ouais, parce qu'il y a deux Mercier en plus. Il y a Alexandre Mercier, effectivement. Oui, alors, donc même Alexandre Mercier qui a 3,28 sont des clients dangereux, hein, des potentiels vainqueurs du Tour ou une remontée. Donc là, la Guadeloupe roule pour revenir sur les hommes de tête. Ils assurent un tempo, certes, mais sur la fin, il faudrait être très 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 vigilant et suivre les bons coups. Alors, oui, il y a deux frères, hein, Mercier. Celui qu'on a interrogé ce matin, c'est Yves Mercier. Oui, oui. Donc voilà, Yves Mercier qui, je crois, est à 3,28. Une très longue journée. Yves Mercier du 34. Chaud. On a déjà le matin, on a beaucoup fait d'efforts pour revenir sur la tête. Personnellement, j'ai eu quelques crampes, c'était assez compliqué. Après, étonnamment, le chrono s'est bien passé. On verra aujourd'hui comment ça se passe, mais j'espère que ça soit une étape assez tranquille. Est-ce que vous pensez que la course est déjà jouée ? Je pense que Boris Karen, il a démontré que c'était l'homme le plus fort de la course. Donc rien n'est joué. 2 minutes, oui, il n'y a pas 2 minutes, mais il y a 3 coureurs dans la même minute. Donc eux, ils ont encore une chance de gagner. Après, les autres derrière, peut-être sur une grosse échappée. Si les Guadeloupéens ne réagissent pas directement, il y a peut-être moyen de renverser la situation. Mais là, je pense qu'il est bien parti. Et vous ? Et nous, on verra au fil des jours comment ça se passe. J'ai jamais fait le Tour de Guyane, donc c'est difficile de faire des prévisions. Surtout, on ne connaît pas les étapes, donc on ne sait pas comment ça va se passer. On y va au jour le jour. Au jour le jour, c'est vrai. Mais c'est quand même difficile. Hein. Il est correct. Hein. Il sait que c'est difficile. Il veut tenter sa chance, mais avec Boris Karen comme vraiment leader, ça lui paraît compliqué. Oui, c'est sûr. De toute façon, les coureurs, ils ont vu le résumé que nous avons proposé. Donc ils savent que Boris Karen a freiné pour attendre Sablon. L'après-midi, il refait un contre-la-montre. Donc ils savent que c'est un client sérieux pour la victoire finale. Hein. Et en plus, l'équipe
est quand même relativement fort. Donc il faut attendre, il faut être patient et jouer au poker mental, jouer celui qui ne veut pas gagner le tour, qui n'essaie même pas de remonter, qui est dépité, qui se dit que j'ai perdu. Et au dernier moment, hop, on glisse dans une échappée en facteur, tranquillement. Marc-Joseph qui a eu l'occasion de gagner ici à Sinnamary. Aujourd'hui, eh bien, va peut-être, on ne sait jamais, hein, on l'a rencontré ce matin, il a dit qu'il est bien. Mais malheureusement, il y a les courses à étapes bosselées. Ce n'est pas trop sa chose. Et donc, il préfère se lancer, être dans le peloton, attendre. S'il y a un sprint collectif, eh bien, pourquoi pas. Oui. On va voir. On va voir. Marc-Joseph quand même a déjà remporté 6 victoires, il me semble. Depuis le début de la saison. Depuis le début de saison. Ouais. Donc le Vélo Club, c'est une machine qui sait faire. Donc ça sera intéressant de le voir face à deux véritables sprinteurs des autres équipes, puisque je pense que quels que soient les Belges qui sont redoutables, les Hollandais également. Donc je ne peux pas trop compter sur la Guadeloupe puisqu'ils sont en train de rouler. Mais les Belges, même Michael Laurent, hein, enfin s'il fait le sprint, eh bien, ça sera intéressant de voir Marc-Joseph se déployer et que le meilleur gagne. Alors on va voir, hein, pour le moment il n'y a pas encore de peloton groupé. Le peloton est plutôt étiré et on commence à voir ces fameuses lignes droites tout à l'heure. Et lorsqu'on va passer justement le carrefour de Petit Saut, alors là on va voir vraiment de longues lignes droites. Et sur le côté, Jean-Gilles va peut-être nous préciser, de la montagne, eh bien, il y a un site pour la maison Soyouz. Jean-Gilles, c'est bien ça? Écoutez, je n'ai pas tout compris de ce que vous avez dit. Je disais, lorsqu'on va passer le carrefour de Petit Saut, là, sur le côté gauche de la route, il y a un site qui pourrait être réservé, je crois, à la fusée Soyouz, en tout cas au site spatial russe. Oui, écoute, oui, effectivement, du côté donc, de Sinnamary, voilà. et surtout Malmanouri, je pense que tout à l'heure Eugène va mieux en parler que moi en termes d'histoire. Pour l'instant, nos coureurs sont en train d'essayer de se ravitailler. Ils ont encore un petit peu de répit. Ils vont avoir tout à l'heure la petite côte de Papillon à franchir. Ils maintiennent l'écart, hein, 42 secondes, c'est bien. Bon, mais maintenant, il faut vraiment qu'ils arrivent à passer ce croisement de la route de Petit Saut avec celle de la RN1 pour espérer quelque chose, même si après, il restera quand même une trentaine de kilomètres. Hein, ça va faire beaucoup. Avec moins d'une minute d'avance, ça risque d'être très 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 difficile de terminer dans cette situation, c'est-à-dire conserver une chance de remporter l'étape alors qu'on est en train de nous faire passer. C'est que l'écart est en train de descendre et puis le peloton ne doit pas être vraiment très loin. Généralement, c'est 30 secondes. Hein. On arrive justement pas loin de cette petite côte de Papillon. D'ailleurs, nous, on va s'arrêter juste en haut pour voir ce qui se passe au sein du peloton, parce que peut-être que je vous disais, c'est peut-être l'endroit stratégique pour certains de tenter une sortie pour aller rejoindre peut-être dans un premier temps l'échappée s'il n'y a pas eu jonction, et puis peut-être aussi s'en aller s'il y a eu jonction. La Rochelle, Nacto, Carène, également Sablon, qui tire le peloton. On a vu derrière le porteur du maillot bleu, et ce peloton, eh bien, vous l'apercevez, vous le voyez même presque au grand complet, très 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 étiré sur à peu près 60 mètres. Et devant, eh bien, Ben, notre pilote, va essayer de remonter ce peloton pour voir s'il y a une possibilité. Voilà, alors voilà, parmi, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment. On voit qu'il y a une petite difficulté, alors on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un des commissaires de course. Un des commissaires, oui. Alors, Vernet. Oui. Vernet, donc Vernet qui il doit être soit régulateur ou bien commissaire à moto. Le commissaire à moto. Oui, commissaire à moto, bien entendu. Il distribue quelques friandises. Donc là, il faut savoir que le commissaire à moto, ils suivent l'échappée et régulent la caravane entre l'échappée. Donc dès que ça revient à 30 secondes, lui, il est chargé de faire les voitures évacuer tout le monde. Évacuer tout le monde. Voilà.
Et sauf les caméras de télévision. Sauf car, les caméras de télévision. Didier Simon, le commissaire international avec qui nous avons eu une réunion, nous a dit que quel que soit les faits de course, seules les caméras de télévision devaient rester là. Bien sûr, attention, sans pour cela gêner la la progression course, des coureurs. Bien sûr. Oui, donc là, à l'image Hervé Arcade qui continue à essayer de faire progresser cette échappée. Et c'est bizarre, il nous manque John Loïc. Ouais, mais on avait vu qu'il était un petit peu en difficulté, Loïc John, il y a quelques instants. Et que finalement, notre coureur... Oui, Jean-Gilles? Oui, on est au-dessus, on est au sommet de cette côte de Papillon. Voilà, ça passe devant nous. Les 4 coureurs sont toujours là. Et on a déclenché notre chronomètre et on surveille donc le peloton qui est pas loin, qui est juste en bas de la côte pour l'instant. Et c'est là généralement que se placent tous les ravitailleurs. Et le problème, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu une grosse chute ici qui avait entraîné l'abandon de Raël Perlet-Ferreira et qui a abandonné d'ailleurs hier lors de la terrible étape du matin. Là, il n'y a pas de problème, personne n'attaque, tout le monde est derrière l'équipe guadeloupéenne. Effectivement, et le peloton qui lui est là, qui arrive tout doucement dans ce très très large virage de cette région. Vous nous disiez tout à l'heure région spatiale maintenant? Oui, Jean-Gilles parlait, et vous aussi José, vous faisiez allusion d'une colline sur la gauche qui intrigue tout le monde quand on passe. Cette colline s'appelle la montagne Vénus. Elle se situe pas très loin de la rive droite de la Seine-Marie. Et c'est un lieu stratégique puisqu'il est situé juste en face de la base spatiale de Soyouz. Donc c'est certainement un appareillage qui est fait pour surveiller les dockages de la fusée Ariane et puis, je ne sais pas, peut-être prendre des données aussi scientifiques parce que vous savez que l'espionnage industriel, c'est le propre du spatial. Alors cette piste a été construite par 20 sapeurs du 25e régiment de génie de l'air du 30 mai au 30 novembre 2008. Voilà, pour les précisions concernant justement cette colline. Oui, juste pour dire aux téléspectateurs que nous avons vu une voiture sur le bas-côté qui est la voiture neutre. Cette voiture-là est chargée de suivre, comme il y a un écart qui n'est pas plus d'une minute, donc les directeurs sportifs ne peuvent pas venir derrière leurs coureurs. Oui. Donc c'est cette voiture-là qui sera chargée de les dépanner en cas de crevaison, de les ravitailler, donc en leur donnant de l'eau et tout, si la moto fraîcheur n'y est pas. Voilà donc un point précis, parce que c'est vrai qu'il y a une réglementation pour tout le monde, et 30 secondes, on reste derrière, on dépasse... à partir d'une minute, là, les directeurs sportifs peuvent monter. Voilà. 30 secondes, c'est la voiture neutre, c'est le dépannage neutre qui se place. Derrière, bien sûr, le commissaire à moto. Comme certains sont aussi en ravitaillement à moto. Oui, on voit bien avec des bacs où les coureurs vont récupérer leur bidon. Oui, ça c'est la moto fraîcheur qui est la moto neutre également pour faire le ravitaillement. Voilà donc quelques explications très intéressantes. C'est Justine qui est à la caméra, la moto 1, si on peut le dire aujourd'hui. Nous avons 2 femmes sur la moto, Olivia, Justine, qui officie donc aujourd'hui pour cette étape que vous suivez en direct. Oui José, à propos de Vénus, je voudrais rajouter qu'il y a une crique qui s'appelle Crique Vénus dans le secteur. Et M. Janssen, il y a quelques années, a exploité du colombo tantalite, dont la tantalite, avec ce minerai très lourd avec lequel on fabrique les avions furtifs bombardiers américains. Voilà des précisions très intéressantes. Alors que nous sommes toujours avec Ken Svet, le Belge, et bien entendu Hervé Arcade de la Martinique, qui vraiment ont envie de sauver un petit peu les choses. La Martinique peut-être se dit qu'elle n'a peut-être pas les moyens de revenir aussi. Alors donc la seule chose c'est la victoire d'étape. Oui, peut-être. La victoire d'étape, mais enfin il faut quand même... envoyer des bonhommes à l'avant, au cas s'il y a des attaques, il y a un retour, pour être un point d'appui pour les coéquipiers, puisque nous avons normalement Émile Domazy 7e au général, donc Hervé Arcade à l'appui et sera un appui très important pour ses coéquipiers.
Voilà la situation telle qu'elle est pour le moment dans cette troisième étape qui est partie ce matin, je vous le rappelle, de Matoury pour un périple de 144 km. Très rapidement pour vous dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses puisque le premier point chaud donc avait été remporté par Loïc John devant Hervé Arcade, François Sallet et Jackie Fonclos. Ensuite, il y a eu le deuxième point chaud, Arcade à nouveau, qui s'est donc imposé devant Loïc John, François Sallet et Jackie Fonclos. Et puis, il y aura le troisième point chaud qui se situe 200 mètres avant le carrefour de la RN1 bretelle de Petit-Saut que nous allons suivre dans quelques instants. Jean-Gilles? Oui, ben écoutez, on se dirige vers ce troisième point chaud, vers la bretelle de Petit-Saut. Pour l'instant, les échappés ont un petit peu de répit. Au sommet de la côte de Papillon, il y avait 37 secondes. Mais là, ils ont repris un petit peu de temps au peloton avant le troisième et dernier point chaud de cette étape. Je ne vois toujours pas le peloton. Oui, là, ça y est, le peloton est là, en gros, à une quarantaine de secondes. On reste toujours dans cette proportion. Et sans doute pour Hervé Arcade l'occasion justement de faire la différence pour ce classement des points chauds. Effectivement, il est bien positionné. On peut comprendre ça. C'est-à-dire que s'il marque 5 points à nouveau, eh bien, il endosserait le maillot, tout simplement. Oui, mais à condition que Loïc John le laisse faire aussi, parce que si Loïc John marque 7 points, c'est lui qui serait leader. Oui, tout à fait, mais là je pense que de toute façon Loïc John a intérêt de faire le sprint. Bien sûr. Puisqu'il peut prendre le maillot, mais... ils ont tous les deux 8 points. Ils ont tous les deux 8 points, mais dans les circonstances de course, vu que Loïc John ne participe plus trop à l'avancée de l'échappée, normalement il ne devrait pas... ce sont des conditions que nous passons à vélo. Bon, écoute, tu ne roules plus, tu fais plus de sprint. Et... là, on revoit que Ken Smith, qui était descendu pour laisser Loïc John prendre le relais, il s'est remis tout de suite dans la roue d'Hervé Arcade. Et on voit que le pédalage, la façon de pédaler, regardez sur les pieds, nous avons vu que Ken Smith et Hervé Arcade, ça tournait beaucoup plus vite. Donc l'habitude d'amener du braquet à cette allure, ils mettent les bons développements. Voilà, donc on va essayer. Smith est parti de Loïc John dans sa deuxième. Voilà, Loïc John dans sa roue, bien sûr. Arcade troisième. Et puis Garéja quatrième pour le moment. Alors, on va voir. À moins d'1 kilomètre, effectivement, Jean-Gilles. Donc dans moins d'1 kilomètre, on va voir qui va marquer les 5 points de ce troisième et dernier point chaud. Eh ben, on vous laisse le commentaire, Jean-Gilles, puisque vous êtes là. Écoutez, c'est Smet qui, pour l'instant, est en train de donner le rythme. Et Arcade s'est placé juste derrière Loïc John, qui est en train de le chercher sur sa gauche. Alors qu'à mon avis, il va déboîter. Non, il a bien déboîté sur la gauche. Voilà, il est parti. Arcade et Loïc John qui tentent de revenir derrière le Martiniquais. Mais le Martiniquais va s'adjuger ce troisième point chaud. Voilà, donc devant Loïc John, le troisième Smet et le quatrième Pierre Garéja, sauf erreur, bien sûr. Le maillot rouge change d'épaule et sera ce soir, en tout cas après cette étape, sur les épaules du Martiniquais Hervé Arcade. Oui, il s'est retrouvé dans la bonne échappée. Et c'est ce que je disais au début du tour, qu'un coureur qui veut prendre le maillot des points chauds, le remporter, doit tous les jours prendre approximativement 8 points. Et lorsqu'on regarde, Hervé Arcade a pris les 2 derniers points chauds. Et donc il a fait l'effort depuis le matin de se retrouver à l'avant. Et c'est ce qu'il fera tous les jours, sachant que pour lui le tour c'est fini. Donc il fera les efforts nécessaires pour garder ce maillot, je pense. Donc Hervé Arcade est premier avec un total, Eugène, nous voyons justement... oui, voilà, exactement, oui, voici donc le sommet de la colline Vénus avec ce radar qui se trouve juste dans l'axe de décollage de la fusée Soyouz. Donc c'est tellement un radar qui prend des renseignements et puis qui doit aussi faire des prélèvements pour les aériens et puis suivre aussi la trajectoire de la fusée Soyouz. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun panneau indicatif sur
sur la fonction de ce radar et pour y aller, il faut montrer patte blanche. Bien entendu, on le sait de toute manière, quoi qu'il arrive, hein, c'est comme ça en tout cas sur cette vaste, sur ce vaste chantier, on va dire, ce vaste espace de la base spatiale guyanaise. Donc Arcade est premier pour le moment avec 13 points, devant Loïc John 11 points et Ismaël Denara 9 points. C'est le classement provisoire, hein, bien entendu, hein, parce que bon, il peut y avoir réclamation, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc nous vous le proposons sur ceux que vous avez vus en direct. Hein. Et puis tout à l'heure, eh bien, il y a aussi Stevenson hein, qui va revenir derrière dans le classement, Christian Lavenette. Ils ont encore des chances hein, de remporter puisqu'il y a beaucoup d'étapes. Je rappelle que le premier marque 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points et le quatrième 1 point. Donc pas de problème pour le moment. Hervé Arcade, ça c'est sauf erreur de notre part, va partir demain matin avec le maillot rouge des points chauds sur les épaules. Oui, tout à fait. Là, il faudra continuer à faire l'effort de se placer, mais c'est pas fini, on va voir. On va écouter le coureur de Bourg-en-Bresse, Xavier Brun. Vous savez, il est actuellement 4e au classement général à 1 minute et 40 secondes de Boris Carène. Nous l'avons rencontré ce matin avec Yves Robin. Oui. Bon, j'espère que ce sera une étape assez tranquille parce que les 2 premiers jours ont été très difficiles. Nous, je pense qu'on a eu un peu l'acclimatation qui nous a peut-être un peu fatigués. Et aujourd'hui, on ressent un peu le contre-coup de ces 2 premières étapes. Oui. La récupération se fait normalement pour vous ? Ouais, là j'avoue, cette nuit ça n'a pas été la meilleure des nuits. Je pense que trop fatigué, je trouvais pas le sommeil finalement. Donc voilà, je pense que pour moi, je pense qu'aujourd'hui sera quand même assez dur physiquement. Et j'espère qu'après ce sera plus simple. Peut-être la Guadeloupe va contrôler. Et moi j'espère ça pour pouvoir récupérer un peu mieux. Un peu mieux, c'est-à-dire qu'en fait, tout en étant fatigué, il ne va pas prendre d'initiative pour mener, mais suivre. Oui, c'est une manière de récupérer, c'est ce qu'ils disent. Oui. Nous, dans le jargon, on te dit faire du jus. Oui. Donc, comme c'était une interview, donc il te l'a dit à sa manière. À sa manière, ouais. Mais nous, dans le peloton, on te dit faire du jus. Et donc, on reste là, on boit, on mange, et on attend que la course se termine. Peut-être également que lui, c'est aujourd'hui. Au réveil, il a senti qu'il n'était pas dans une bonne... Il n'a pas dormi du tout. Hein, là, donc très voilà. Fatigué. Donc il va préférer rester assis. Mais si demain il est en condition, dites-vous bien qu'il va tenter quelque chose. Alors, 1h40 quand même, c'est rien du tout. Oui, en principe, il reste encore beaucoup de jours de course. Il reste beaucoup de jours de course. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que le tour soit plié. Voilà donc des informations intéressantes hein, de la part de ces garçons. Et puis le meilleur, on vous le garde pour la fin, bien entendu, parce que le régional de l'étape, eh bien, c'est Jean-Louis Madeleine, hein, de Sinnamary. Tous les Sinnamariens sont là pour l'encourager, le supporter et l'applaudir. Alors, on va l'écouter tout à l'heure, bien sûr. Jean-Gilles, pour le moment, ça une information. Oui. C'est James Grinville qui tire le peloton. Donc cela veut dire ce que ça veut dire pour ceux qui suivent habituellement le cyclisme ici en Guyane. Eh bien, James Grinville égale Vélo Club Guyanais, égale Marc-Joseph, le sprinter aux 12 victoires sur le Tour de Guyane. Voilà, donc on va voir cela. On va voir ça tout à l'heure. Hein. Jean-Yves va nous le proposer. C'est vrai que j'ai rencontré ce matin, justement, Marc-Joseph, lorsque nous sommes allés à la rencontre des coureurs au petit déjeuner. C'est vrai qu'il est serein. Lui, il dit, c'est pas mon truc, mais regardez, voilà, James Grinville, comme nous le disait Jean-Gilles, hein, du Vélo Club, il est là parce qu'en fait, le scénario est simple. James Grinville est là. Ensuite, on va voir Patrice de Escando et ensuite Michael Stanis. Et derrière Michael Stanis, il va y avoir Marc-Joseph. Voilà. Oui, de toute façon, là, ils ont mis, le Vélo Club a mis un bonhomme à l'avant pour le moment. Mais non, même 2, hein, puisqu'il y a... c'est le frère de James Grinville. Hein, Harrison. Donc, ils ont déjà mis 2 bonhommes à rouler. Et sur la fin, toute l'équipe montera à rouler pour ramener le sprint pour Marc-Joseph. Alors qu'on avait Jordan Nacto, de la Guadeloupe, oui. Qui s'est laissé coiffer par Michael Laurent autour de la Guadeloupe dernièrement. Oui, à l'étape d'Anse Bertrand.
Oui, mais c'est ça. Hein, lorsqu'on est sûr de gagner, on se voit beau hein, sur la victoire. On commence à réfléchir et il y a un qui continue à sprinter et qui te double. Ben, c'est arrivé aussi en Guyane, hein, aux jeunes Zéphyriens de la Croix du Sud lors du championnat minime qui s'est fait battre par le petit Donaïs. Non, le petit. J'oublie son nom. Du vélo club. Du vélo club. Gressé. Non, pas Gressé. Oui. Kenric Golitin, par le petit Golitin. Kenric Golitin, voilà. Dirakubo. Oui, oui. Oui, juste pour vous dire que voilà, je pense qu'Hervé Arcade vient d'avoir l'information de son directeur sportif qui vient de lui dire bah écoute, ça revient très fort. Faudrait peut-être laisser tomber, mais bon, Arcade est en train de discuter avec Smet. Et j'ai l'impression que Smet, lui, veut continuer, mais voilà, ils sont en train de se dire, alors qu'on vient de passer le panneau de 30 km, et là, Arcade va se relever vraisemblablement. Et on a vu la discussion, hein, les deux garçons, Arcade est sur le côté droit de la route, bien entendu, sur l'écran, et Smet, lui, il a envie de continuer. C'est vrai parce qu'en fait, lorsque nous avons rencontré Roland ce matin, il nous a dit, eh bien, finalement, il nous a donné envie de faire autant. C'est-à-dire, c'est Ken Smets qui disait ça au petit déjeuner ce matin à leur hôtel. Et apparemment, il a envie peut-être de réaliser quelque chose. Hein. Vous voulez dire quelque chose? Non, juste, nous sommes à l'entrée de la montagne Vénus, hein, que j'ai reconnue pour avoir parcouru quelques mètres ce matin. Oui. Donc voilà, on descend de la Seine-Marie maintenant. Voilà, donc pour la course avec un peloton étiré, très étiré d'ailleurs. Jean-Luc vous disait tout à l'heure que la moyenne à la deuxième heure avait augmenté un petit peu plus de 42 km/h. On va peut-être avoir cette moyenne sur l'étape, on verra bien. Voilà, le Vélo Club, on vous l'a dit, hein, on pense vraiment maintenant qu'il devrait y avoir une arrivée groupée, sauf si un spécialiste de la poursuite puisse se lancer et puis partir en solitaire à 2 km de l'arrivée. Oui. Donc on ne connaît pas trop les forces des adversaires, hein, des Hollandais, des Belges. On le voit sur l'image hein, de l'hélicoptère, la jonction est proche. Hein. Oui, la jonction c'est sûr, puisque Michael Laurent, Hervé Arcade en a discuté avec Ken Smet. Donc tout de suite, hein, on voit que l'écart se réduit. Pour moi, ils auraient dû continuer à faire le forcing, hein, et à essayer d'arriver quand même à 2, puisqu'ils étaient à 2 à rouler. Et donc là, ça va rouler. Le Vélo Club va mettre les deux équipes à rouler pour amener leur sprinter. Oui, mais on est encore même assez loin de l'arrivée, moins de 25 km. Oui, vaut mieux rouler maintenant pour revenir. Mais et c'est ce que la Guadeloupe faisait. Ils ont assuré un certain écart entre l'échappée et eux. Et voilà, on voit que Hervé Arcade a donné la main à Smet et aussi à Pierre Garéja, voilà. Puisqu'ils sont des compagnons. Et la jonction est faite, vous le voyez ici, et ça va relancer. La course n'est pas encore terminée. C'est une troisième phase, je dirais, de cette troisième étape qui démarre avec un peloton très étiré. Vraisemblablement, il va encore y avoir une petite tentative de sortie. On va le voir. Ça roule très très vite. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a quelques instants. On va peut-être le voir encore sur la moto, mais ça roule quand même assez vite. Donc, il faudra être très 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 costaud pour sortir maintenant. Oui, il faudrait être très costaud. Là, la Guadeloupe et le Vélo Club roulent de concert. Donc, ça ne sert à rien de partir maintenant, c'est 20 km de l'arrivée, il vaut mieux attendre la fin de course. Mais la fin de course, les 5 derniers kilomètres seront très très nerveux puisque Michael Stanis prendra sa part de boulot, hein, ainsi que Patrice Donaïs Kondo. Donc ça sera difficile aux coureurs de sortir et de laisser le peloton, même pour arriver avec une poignée de secondes. Donc voilà, hein, il faut tenter. Les gars se sont forcés. Et là, il y a une attaque sur la droite. Il y a un courant qui tente de sortir. Hein, il y a une jonction. Donc voilà, il faut sortir. Mais il est seul. Donc là, c'est Jordan Nacto qui est en tête. Un coureur de Bourg-en-Bresse. Hein, Jordan Nacto est devant. Il va ralentir l'allure un petit moment. Et ils vont le laisser devant en point de mire. Voilà, donc on l'a dit, hein, s'ils ne veulent pas tenter le sprint, eh bien, on va voir plusieurs tentatives de sortie de ce peloton.
Jean-Gilles doit être ou devant ou derrière, je ne sais pas, Jean-Gilles. Oui, vous êtes devant, vous juste êtes devant, oui. à peu près à 200 mètres, avec Oui. le Bressan Roméder qui tente de prendre suffisamment d'avance pour arriver à Sinnamary. Mais comme vous avez dit, Christophe, hein, il est bien seul et ça risque d'être difficile. S'il n'a pas d'aide, ça va être compliqué. Il se retourne souvent là et l'écart ne croît pas pour l'instant. Il est à peine de, allez, on va dire 60-70 mètres, hein, pas plus. Voilà Alexis Roméder pour Ambresse Saint-Étienne-Loire qui essaye à son tour de on voit, il roule même sortir pas, hein. du peloton. Il juste tourne les jambes. C'est pas. Il a compris. Il hein. mouline, Oui, on va oui. dire. Il a compris que ça servait à rien de continuer à faire des efforts puisque derrière il est en pleine mire. Personne n'a suivi. Donc peut-être que si ça réattaque, des coureurs vont prendre la roue. Mais là, je pense que la majorité du peloton essaye de récupérer, faire du jus pour attendre l'étape de demain qui sera également compliquée. Ah oui, parce que nous allons quand même prendre la route de Sosaba. Et encore non, demain, me semble-t-il, on passe par Mana. On ne passera pas par Sosaba, on passera par Mana. Donc c'est un moindre mal, puisque Sosaba, c'est pour après-demain, pour la longue étape, on en parlera, c'est la plus longue du tour, qui arrivera pour la première fois de son histoire à Patou. Nous aurons l'occasion de présenter tout cela demain. Mais demain, effectivement, on ne passera pas par Sosaba. Il reste 22 normalement. Oui, Jean-Gilles ? Il reste 22 km normalement sur cette étape et les Guadeloupéens ont repris le leadership de ce peloton. Et pour l'instant, écoutez, les coureurs du VCG se regroupent, se préparent tranquillement à venir au moment où il faudra, c'est-à-dire pas trop loin de l'arrivée pour impulser le rythme, pour augmenter le rythme et surtout permettre à leurs sprinteurs d'arriver dans les meilleures conditions, même si tout à l'heure on a vu James Grinville travailler beaucoup. Alors est-ce qu'il ne va pas laisser des plumes dans ce travail qu'il a mené tout à l'heure pour revenir sur les échappées? On verra. Il est en Puisque, troisième je vous rappelle, position dans le il groupe. y a Marc Joseph, mais il y a aussi James Grinville pour le VCG capable de remporter l'étape. Oui, c'est vrai, il est en deuxième position derrière le coureur guadeloupéen qui est là, bien encadré d'ailleurs, puisqu'il sait que le travail qu'il est en train de fournir, si ce n'est pas pour lui, eh bien c'est pour l'autre coureur. On aperçoit Marc Joseph, on a vu aussi Christian Lavenette. Ces garçons sont là. Patrick Escondo, comme on l'a dit, hein, le scénario habituel pour ceux qui connaissent un petit peu tous ces clubs, en tout cas cette équipe particulière, et qui va donc tenter de faire le maximum pour emmener Marc Joseph. Voilà, dans quelques instants, Harrison Grinville, Voilà, le deuxième. Oui. Oui, Jean-Gilles ? Oui, le panneau, 20 km pour le peloton dans 50 mètres. Voilà, donc à 20 km, alors que nous sommes juste derrière le James Grinville. Alors, on vous a dit que le régional de l'étape aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux placé dans son équipe, en l'occurrence Jean-Louis Madeleine. Eh bien, on va l'écouter ce matin, après le petit déjeuner. Il nous a accordé à Yves Robin et moi-même une petite interview. On l'écoute. Bon, pour aujourd'hui, je ne sais pas trop, car hier j'étais à l'avant, donc je me suis fatigué un petit peu. Donc au départ, je vais voir comment les jambes vont tourner. Si ça tourne bien, je vais essayer de promettre, quoi. C'est une course difficile ? Assez difficile quand même, mais bon, on va essayer de gérer quand même. Et vous, comment ça se passe dans ce tour? Est-ce que vous attendiez à ces résultats? Si, moi je voulais jouer dans les 20 premiers. Donc là je suis 24, je pense remonter un petit peu, je vais voir ce que ça va donner. Le fait d'arriver à Sinnamary, d'être régional de l'étape, c'est motivant. Peut-être pourquoi pas envisager une victoire? Pourquoi pas. Pour une deuxième année, je vais tout faire. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Il y a l'année prochaine, j'ai l'année encore après. Donc je vais tout tenter aujourd'hui. Il a raison, hein, il est chez lui. Oui, il faut tenter, hein, c'est comme ça. Hein. Il faut en avoir envie. Et il a dit, si ça passe pas cette année, ça passera l'an prochain. Si ça passe pas l'an prochain, ça passera dans 2 ans. Donc voilà, il faut vraiment tenter. C'est un compétiteur, un combattant. Donc, il veut succéder à Ludovic Exfort, qui était un grand sprinter, qui n'est pas là, qui a pris l'année sabbatique et qui, donc, aujourd'hui, il dit après Ludo, c'est peut-être moi.
Ben oui, hein, on ne sait jamais. Hein. Surtout qu'il a réalisé une bonne saison, hein, on peut le dire. Oui, hein, oui, une saison complète. oui. Du début à la fin, il a toujours été dans les bons coups, toujours, je dis opérationnel, parce que des fois, il venait quasiment courir seul, puisque certains coureurs avaient chuté et tout. Et il était là pour montrer les couleurs de Sinamari. Donc, oui, il a ses chances. Très belle image du peloton ici sur cette largeur de route. Nous approchons tout doucement de Sinamari. Jean-Gilles nous a dit moins de 20 km maintenant de l'arrivée. Peloton groupé. On ne sait pas vraiment s'il va y avoir une tentative de sortir. On ne sait pas vraiment si les coureurs préfèrent abdiquer et puis se dire ben, on va y aller au sprint et puis chacun va tenter sa chance. C'est le gros point d'interrogation. Jean-Gilles, vous êtes en tête de ce peloton. Oui, effectivement, et là on est en train d'avaler un long faux plat et forcément je pense qu'on risque de voir bouger un petit peu la tête du peloton quand on verra le panneau des 5 derniers kilomètres, voire même des 10 derniers kilomètres, mais je pense plus les 5 derniers kilomètres où les uns et les autres, en tout cas ceux qui ne sont pas des spécialistes du sprint, tenter leur va-tout parce que c'est à moins de 5 km qu'il faut tenter quand on n'est pas capable de gagner au sprint. Et bien si on est un puncher, si on est un baroudeur, on peut tenter le coup dans les 5 derniers kilomètres, mais avant c'est peut-être un peu trop tôt. Et puis tout le monde aujourd'hui, on a vraiment l'impression, et apparemment Sinamari est devenu une étape maintenant de transition, alors qu'avant c'était l'étape où justement on faisait la différence, où on tentait en tout cas de faire la différence. Maintenant c'est plus le cas, mais il y a un coureur justement qui me fait mentir. Carmélien Fauvet. Sorti du peloton là. Carmélien Fauvet. C'est un coureur de l'USL Montjoly. Carmélien Fauvet de la Croix du Sud, Jean-Gilles. C'est un peu normal puisque vous êtes un petit peu loin de la course. C'est donc Carmélien Fauvet de la Croix du Sud. Il fait partie d'ailleurs de cette équipe où il y a également Dovic Dantin, Vian Van Els et Jair Zéphirin-Henri Léo qui, je crois, n'est plus dans la course. Donc Carmélien Fauvet, pourquoi pas, hein, s'il a les jambes. Oui, s'il a les jambes. C'est un excellent rouleur. Et, mais il est seul. Il faut être capable de tenir. Alors qu'on aurait dit qu'il y a un coureur qui tente de venir le rejoindre. Oui, un Belge, hein, ça sera un Belge puisqu'ils ont amorcé le tout. Alors on va voir qui est le Belge. On va se rapprocher bien entendu pour essayer de voir qui est ce Belge qui est arrivé. Eh bien, il s'agit tout simplement du coureur 32. Non, c'est même pas un Belge, hein, je ne crois pas. Oui, c'est non. 22. Non, c'est le 28. En l'occurrence, Simon Van Rooij. Simon Van Rooij, qui vient de sortir de ce peloton. On vous l'a dit, hein, les Belges ils ont besoin de réaliser quelque chose. S'ils ne gagnent pas le tour, remporter des victoires d'étape serait déjà une belle récompense. On l'a vu hier avec Roland. Oui, ce sera une belle récompense. Hein. Il faut voir qu'ils ont amorcé le tout depuis avant le pont de Kourou, hein, lorsqu'ils ont accéléré l'allure, surtout même qui ont accéléré l'allure. Et là, voilà, il faut tenter de se placer, d'aller de mettre des gars à l'avant. Ils ont goûté à la victoire hier matin. Donc c'est en mangeant que l'appétit vient. Hein. Ils ont encore faim. Alors on va voir si ça va réussir, hein, Jean-Gilles, avec justement, apparemment il est tout seul, hein, me semble-t-il, Van Rooij. Oui, il a lâché Carmélien Fauvet qui n'a pas insisté d'ailleurs, mais ça va être compliqué quand même, hein, parce que là il est quand même loin de l'arrivée. On est au kilomètre 126, il reste encore 18 bornes. C'est peut-être compliqué, mais là il a pris un petit peu d'avance quand même. Il a pris une bonne vingtaine de secondes d'avance. On verra, faut voir. Avec quel braquet Là, il doit être sur 153, je regarde sur le dérailleur, il doit être sur 153,14. Ça fait à peu près combien de mètres par coup de pédale? 10 mètres par coup de pédale. 10 mètres par coup de pédale, donc c'est quand même très bien. 10 mètres et quelques centimètres, mais en gros, on a rendu à 10 mètres. Voilà, bien sûr. Donc, ce sont des garçons qui savent bien, alors qu'on a vu, hein, tout de suite, Grainville s'est relancé pour... qui arrive très rapidement pour vivre un petit peu ce moment, vivre peut-être pourquoi pas une victoire sinamarienne, pourquoi pas peut-être une victoire guyanaise. En tout cas, tout le monde est là pour...
il y a le peloton derrière qui roule pour revenir sur cet homme, qui lui est parti dans un barreau d'honneur. Mais de mémoire, hein, je l'ai dit, hein, il a été maillot jaune du Tour de la Guadeloupe il y a quelques années de cela. Smet? Non, Van Roy. Van Roy, pardon. Oui. Van Roy. Et c'est un très bon rouleur, j'en suis convaincu. Et lorsqu'on regarde sa manière de progresser, on voit qu'un petit moment, déjà 20 secondes. Donc voilà, il faudra réagir, il ne faudra pas laisser croire que, allez, on va le laisser prendre de l'avance et jouer avec lui ainsi. Hein, et il faudra revenir le plus vite, car ça sera trop tard. Eugène ? Oui, sur le plan botanique, c'est intéressant parce que les coureurs traversent actuellement l'ancienne zone de test donc botanique qui ont été opérés sur la Guyane il y a quelques années, dans les années 77, des tests de EVA notamment. Donc ce centre s'appelait le Centre Tropical Forestier CTFT, et c'est là aussi qu'on a étudié les OGM, donc les cafés OGM de Guyane. On espère qu'ils n'ont pas contaminé le reste des cafés de Guyane. Je vous laisse mettre de vos propos, Eugène, de toute manière, alors que les longues lignes droites dont on parlait eh bien, sont là. Oui, meurtrière pour une échappée. Hein. Il faut, tu es obligé de rouler en tête toujours vu. Donc là, c'est décourageant. Mais il ne faut pas se retourner, car si tu te retournes, eh ben voilà, c'est mort pour toi. Et donc voilà. Alors là. Que voilà. Je vous disais, les coureurs qui sont partis pratiquement 2 heures avant le peloton et qui arrivent maintenant, c'est un groupe qui chaque année fait le tour de Guyane 2 heures avant la course. Et des mordus du vélo, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des femmes. Oui, il y a des c'est extraordinaire. Si on a peut-être une chance, peut-être tout à l'heure, d'en recevoir un ou une pour raconter un petit peu ce périple, c'est très intéressant. On les a vus, donc ils viennent de franchir la ligne. Voilà, alors que franchit aussi la ligne de la caravane de Rudy Icaré, l'artiste qui précède la caravane avec la radio. Nous revenons bien sûr sur cet homme de tête, je le rappelle, Simon Van Roy, Jean-Gilles, qui ne semble pas capituler. Ah non, il n'a pas l'air de vouloir capituler, hein. Bien au contraire, et son avance est toujours aussi intéressante, je dis pas importante, mais très intéressante, parce que là, il a pour le peloton. 23 secondes, ça diminue. Un peloton groupé donc qui progresse vers ces hommes de tête, vers l'homme de tête. 23 secondes, ça diminue. C'est une course-poursuite, pas trop pour la faveur de l'homme de tête, mais qui a le mérite de faire la course en ce moment à Tijaïr. 23 secondes. Et je pense pas qu'il arrivera à tenir, car après, nous avons les longues lignes droites là, près de la pointe Combi. Il y a peut-être le petit virage là, après l'hôtel, et puis le giratoire pour pouvoir emprunter le dernier kilomètre pour aller sur la ligne d'arrivée. Mais on verra. Il faudrait qu'il conserve une petite avance avant ce dernier giratoire pour Simon Van Roy. Mais le peloton vraiment s'y emploie maintenant, parce qu'on voit bien derrière les phares qui sont beaucoup
beaucoup plus proche maintenant que tout à l'heure, Fabrice. Ça diminue, les équipes de sprinteurs arrivent alors que nous allons arriver au carrefour. Changement terme de cette interminable ligne droite pour l'homme de tête. Il aura un second souffle tout à l'heure, il aura quelques virages pour tenter de se faire oublier par ce peloton, mais est-ce que ce peloton va véritablement l'oublier? Pas si sûr, Olivier Damon. Non, pas si sûr, parce que là c'est reparti. Là on passe la crique qui se situe donc juste avant les sapins là pour arriver donc à Sinnamary, donc le peloton qui est reparti là, qui redonne un coup d'accélérateur. Donc non, je pense que même s'il le rattrape pas, mais en tout cas ils l'ont pas oublié, ça c'est sûr. Le peloton ne l'a pas oublié. On a vu du bleu là en tête du peloton, donc on sait que la Martinique aurait bien voulu cette victoire, avec notamment Michael Laurent également, donc les Guadeloupéens qui sont là, les Guyanais également. Donc pour l'instant, donc le peloton a décidé de revenir sur l'homme de tête, même si vous semblez dire que l'écart est heureuse. 30 secondes d'avance pour l'homme de tête Atis Jaïr. Ça joue yo-yo également avec le peloton. Et on l'a vu, parce qu'il était avec la bouche ouverte, grimaçant, il avait la tunique ouverte, Simon Van Rooij, mais il ne lâche rien pour l'instant. Il continue, il ne regarde même pas derrière lui, il se redresse un peu sur sa bécane, là on l'a vu tout à l'heure. Et donc Simon Van Rooij, dans son exercice là, est vraiment en train de tenir tête à tout le peloton. Alors va-t-il réussir cet exploit de pouvoir arriver en solitaire à Sinnamary? Ce serait quand même une sacrée gageure qu'aurait réussi ce coureur de la Belgique. Simon Van Rooij, toujours là derrière nous, qui tient tête à tout le peloton et qui donc s'y emploie fortement, alors que nous arrivons au dernier carrefour là, et avant d'emprunter la dernière ligne droite qui va nous amener au giratoire pour arriver sur la ligne d'arrivée, Fabrice. Oui, les secondes qui jouent au yo-yo avec l'homme de tête, mais il aura du mal encore. Il y a des lignes droites encore, il aura du mal, même si le vent est pour lui, il aura encore du mal. C'est à vous, Olivier Damon, avec le peloton maillot jaune. Ah oui, les Belges qui ont visiblement la couleur de Sinnamary, rappelons-le, le rouge et le blanc. Pour ces Belges, peut-être que cela les a inspirés. En tout cas pour le peloton, même rythme, pas de changement pour l'instant, pas d'accélération plus que tout à l'heure. On a l'impression que pour l'instant le peloton garde le rythme avec bien évidemment, là on voit du Vélo Club guyanais en tête de ce peloton. Voilà, du rouge également, du rouge et du vert, cette fois-ci pas de blanc, donc du rouge et du vert en tête de ce peloton, donc qui ramène ce peloton là après les sapins sur le virage des carrefours de l'ancienne route donc de Sinnamary là. Donc voilà, avec des coureurs du Vélo Club guyanais en tête de ce peloton, un peloton qui visiblement a accéléré légèrement, on dirait. Accélération légère du peloton. On approche de Sinnamary, on approche d'un sprint massif, mais il y a un homme qui n'entend pas de cette oreille. C'est Simon Van Rooij, le Belge, qui veut offrir une deuxième victoire d'étape à la Belgique. C'est à vous, Atis Jaïr, avec cet homme. Toujours Simon Van Rooij qui a accompli son exercice solitaire. Derrière là-bas, effectivement, on voit sur toute la largeur de la nationale ce peloton qui voudrait absolument absorber cet homme seul, qui est en train de relever ce défi, qui est en train de tenir tête à toute cette armada qui est derrière lui. Et donc Simon Van Rooij, le Belge, toujours en tête, toujours en train de tenir tête à cet essaim de coureurs pour ces derniers kilomètres. Vraiment, ça sera un sacré défi. Et là, on s'approche tout doucement, on vous l'a dit, 21 secondes. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu plus difficile maintenant pour Simon Van Rooij, qui aura vraiment tout tenté. Le peloton est là, vous l'apercevez en haut de l'écran. Le peloton, lui, il est là, il arrive à très très vive allure.
Mais c'est confirmé que le peloton accéléré là sur les virages qui nous emmènent vers Sinnamary avec des coureurs du Vélo Club guyanais, aussi des Allemands qui se sont placés donc en tête de ce peloton pour essayer de revenir sur le Belge. On sait que les Allemands s'étaient déjà imposés ici à Sinnamary. Donc voilà, en tout cas ils sont là et on voit effectivement bien distinctement les maillots du Vélo Club guyanais donc en tête de ce peloton, juste derrière donc avec des Allemands et puis beaucoup de coureurs. Là on était en file indienne il y a quelques secondes de cela. Ça y est, le peloton se regroupe sur cette chaussée, donc un peloton groupé là qui arrive près d'un camion stationné juste avant le centre de l'artisanat. Là il y a un endroit où on vend de l'artisanat là avant Sinnamary. Voilà, Tijaïr, c'est à vous. Je vous laisse en compagnie donc de Olivier Damon pour commenter les derniers kilomètres de cette course. On se retrouve, nous, sur la ligne. Va-t-il tenir tête? Il s'agit de Simon Von Roy ou va-t-il être rejoint dans les derniers kilomètres par le peloton? Et vont-ils nous offrir une arrivée au sprint ici à Sinnamary? C'est à vous, à Tijaïr, avec donc la tête de ce peloton. La jonction est faite au point de Kumbi. Eh bien, la jonction est faite. Simon Von Roy n'a pas tenu son pari, n'a pas tenu au retour du peloton. Le peloton qui donc maintenant va s'armer pour pouvoir disputer ces derniers kilomètres, Olivier Damon. Et naturellement, chacun va chercher à placer ses pions, chacun va chercher à placer ses meilleurs atouts pour ce sprint final, Olivier Damon. Une frénésie dans le peloton. On le voit bien là, on le voit bien cette frénésie là, les coureurs qui sortent à la droite de la chaussée pour revenir vers la gauche pour essayer de se placer, pour remonter. On le voit bien là, donc les coureurs qui étaient derrière, notamment de l'Espoir cycliste guyanais qui bougent au sein de ce peloton. Donc voilà, je pense qu'il y a un regroupement qui est en train de se faire là en tête de ce peloton. Le peloton qui était en file indienne, là c'est fini. Toute la chaussée est occupée, plus moyen de passer donc au virage là qui va nous permettre de voir la ligne droite de l'hôtel du fleuve ainsi que le giratoire donc de Sinnamary. Voilà, on termine le virage, le peloton qui prend le virage et voilà, on voit désormais la ligne droite qui va nous conduire sur le giratoire de Sinnamary avec un peloton donc groupé sur cette chaussée et bien sûr les hommes qui tentent de se placer en tête de course. Mais tout n'est pas encore joué, tout est en train de se jouer, ça calcule dans les têtes, on se place, naturellement on se frotte alors que nous sommes rentrés dans les 5 derniers kilomètres pour ce peloton qui arrive pour le dernier giratoire avant la ligne qui va nous conduire sur la ligne d'arrivée à Sinnamary. On vous l'a dit, ça se frotte naturellement et chacun essaye d'intimider l'autre pour pouvoir placer son sprinter. Donc derrière toujours un peloton groupé, il n'y a pas eu d'échappée, personne n'arrive à sortir du peloton, Olivier. 3 km de l'arrivée, ça y est, on a quitté le panneau, 3 km de l'arrivée, on va bientôt passer devant l'hôtel du fleuve pour arriver sur le rond-point de Sinnamary, le rond-point de Sinnamary avec bien sûr un peloton toujours groupé là avec un coureur de l'académie de Roura dans les herbes, voilà, il est revenu sur la chaussée, il a été sans doute poussé puisque forcément ça frotte énormément là avec tous les coureurs qui essaye de se placer. Il y a un coureur du Sprint Club guyanais qui lui a décidé tout simplement de se retirer. Il s'est mis très très à l'arrière du peloton donc pour laisser les hommes s'expliquer à l'avant là, donc les coureurs qui tentent de se placer à l'arrivée de ce giratoire. Ça y est, on est sur le virage là qui va nous conduire tout de suite sur le giratoire, donc on y est presque. Voilà, on est au giratoire. Oh là là, un peloton compact, groupé, Fabrice. Il faut avoir des yeux de lynx pour pouvoir dire quel sera le vainqueur de cette étape à Sinnamary. On voit même un maillot blanc et rouge de Sinnamary qui est en tête du peloton pour pouvoir peut-être procurer une fierté, une joie à ses coureurs. Nous allons maintenant emprunter la dernière ligne droite qui nous conduit vers la ligne d'arrivée. Toujours donc un peloton groupé avec dernière tentative, Olivier.
Ça y est, c'est parti, on a quitté le giratoire, tous les coureurs sont entrés maintenant dans Sinnamary, les coureurs donc en ligne droite, en file indienne maintenant sur le côté gauche de la chaussée, les coureurs donc qui progressent vers la ligne d'arrivée. Ça y est, je pense que tous les coureurs donc sont en place. D'ailleurs, il était difficile pour tout le monde de rentrer sur le rond-point tellement tous les coureurs voulaient passer maintenant. Ça y est, c'est bon, je pense que ça y est, vous devrez bientôt les voir, les apercevoir du côté de la ligne d'arrivée. Nous nous dirigeons donc vers la ligne d'arrivée. Fabrice va aller voir surgir. Ça sera peut-être un peloton vraiment groupé, compact qui va se diriger vers Sinnamary. Allons-nous assister à une victoire guyanaise, une autre victoire guadeloupéenne? Vous le saurez maintenant dans quelques minutes pour cette arrivée sur Sinnamary avec donc ce peloton qui est revenu sur Simon Van Rooij, le dernier qui avait tenté de fausser compagnie au peloton. Dans dernière ligne droite, dernier virage pour ce peloton à Sinnamary. Fabrice, que vous allez voir donc surgir dans quelques instants maintenant, ce peloton qui est parti depuis ce matin de Matoury pour arriver sur Sinnamary. À vous Fabrice. Avec le peloton donc qui est attendu maintenant, sprint massif. Quels seront ceux qui vont pouvoir se détacher? Il y a le maillot vert de Luis Sablon, c'est un sprinter. Il y a le maillot vert et rouge de Marc Joseph. Il y a d'autres garçons, il y a des Belges qui peuvent arriver au sprint aussi avec Marc Joseph qui est parti déjà, mais c'est un coureur suisse qui arrive et Marc Joseph qui fait l'effort. Marc Joseph, non, c'est un Guadeloupéen qui s'impose. Le 115 devant Marc Joseph et le 21. Et donc c'est tout simplement la victoire de Kevin Francillette. Kevin Francillette qui s'impose ici devant Marc Joseph et un autre coureur. Marc Joseph en tous les cas dans le top 3. Mais c'est la victoire de Kevin Francillette ici de la Guadeloupe devant Marc Joseph. Et il y a un autre coureur donc de la formation donc il me semble de Belgique ou plutôt donc de la Suisse qui est venu dans ce sprint. Mais c'est victoire de Kevin Francillette ici devant Marc Joseph et un autre coureur donc de la Suisse. Une chose est sûre, victoire donc de Kevin Francillette de la sélection de Guadeloupe ici au sprint. Je ne sais pas s'il est déjà en compagnie donc en compagnie donc de c'est à vous Véronique. Avec le vainqueur Kevin Francillette. C'était difficile aujourd'hui, victoire au sprint. Oui, victoire au sprint,